accueillir ce soir pour cette conférence sur le trading algorithmique et l'analyse technique. Donc vraiment merci à tous pour votre présence, merci à nos intervenants d'être ici pour nous expliquer des choses dont tout le monde a entendu parler énormément, mais que peu connaissent vraiment très bien. Et là, nous aurons donc le plaisir de bien comprendre tout le processus, en fait, donc du trading algorithmique. Je laisse la personne s'installer. Voilà, donc merci à tous pour votre présence. Donc, tous ceux qui se trouvent ici savent à quel point donc, la finance est extrêmement technique. Et outre la connaissance de l'économie et de la finance, la compréhension et l'utilisation des outils de la finance sont aujourd'hui très importants. Pour ces raisons, donc, dans le cadre de nos enseignements, il est important donc, de former des futurs professionnels polyvalents qui connaissent à la fois l'économie, le marché, le sentiment de marché naturellement, les différents produits financiers, la compliance, les modèles mathématiques et les connaissances informatiques également pour programmer ces modèles mathématiques et les faire tourner. Cette conférence s'inscrit donc dans le cadre du programme de finance des écoles donc du pôle universitaire de Nancy qui, par leur complémentarité, permettent de former des professionnels polyvalents et responsables qui sont appréciés dans le monde de la finance. Alors, tous ceux qui ont géré un portefeuille en connaissent les difficultés. Je n'en évoquerai très rapidement que deux. Je vais très vite pour laisser d'abord à l'intervenant, et en plus, excusez-moi, je suis extrêmement malade ce soir, donc pardonnez-moi pour ces présentations, je suis très fiévreux. Donc, alors, on peut avoir donc parmi ces deux difficultés, on peut avoir une parfaite connaissance des fondamentaux et du sentiment de marché, et se faire prendre complètement à contre-pied par le marché, et du coup, on ne comprend vraiment plus rien à ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ici ont peut-être déjà vécu. La deuxième difficulté que j'évoquerai, donc, c'est que, comme vous le savez, énormément de paramètres sont à prendre en compte. Il faut à la fois une bonne connaissance du marché, bien sûr, une excellente connaissance de ce fameux sentiment de marché, qui est essentiel, et une fois que l'on possède tout cela, il faut encore faire les bons choix parmi des milliers de valeurs. Donc, dans ce cadre-là, un bon outil d'aide à la décision est souvent le bienvenu. Alors, face à ces deux difficultés, somme toute tout à fait classiques, l'analyse technique et le trading algorithmique peuvent répondre tous les deux. Alors, l'analyse technique permet, en effet, avec un certain succès, sinon un succès certain, de prévoir les tendances et surtout de faire ressortir des signaux de retournement de tendance. Le trading algorithmique, permet quant à lui, notamment en trading intraday, alors à plus long terme, ce sera peut-être à relativiser, mais nos intervenants donc, seront là pour nous donner leur expertise. Donc, ce trading algorithmique permet d'automatiser entre autres certaines tâches et de prendre des décisions à la place du trader ou tout au moins de l'aider dans sa prise de décision. Ce que nous vérifions plusieurs fois avant d'appuyer sur le bouton d'achat ou de vente, eh bien, l'ordinateur peut très bien le faire beaucoup plus vite que nous et parfois mieux que nous. Donc, afin de vous présenter tout cela en détail, donc, il m'a semblé très intéressant de réunir nos trois intervenants, donc, qui sont parfaitement complémentaires dans le processus de développement d'outils d'analyse technique et de trading algorithmique. Donc, le premier intervenant qui prendra la parole ce soir, donc M. David Furcage, donc, qui est intervenu dans nos enseignements en finance de marché, en analyse technique et en finance comportementale. Donc, M. Furcage va nous expliquer ce que peut apporter le trading algorithmique par rapport au trading discrétionnaire, mais quels sont aussi éventuellement les inconvénients du trading algorithmique. Et en tant qu'analyste technique reconnue, donc David nous parlera bien sûr de l'analyse technique quantitative.
Donc notre deuxième intervenant sera donc M. Thomas van der Biest, qui va nous dévoiler donc, lui, la conception, le développement et le fonctionnement du moteur à partir d'un cahier des charges bien précis. Donc le moteur qui va permettre ce trading algorithmique. Et enfin, notre dernier intervenant, M. Thomas Cati, donc lui en tant que fin connaisseur des modèles de gestion de portefeuille utilisés dans les sociétés de gestion, nous expliquera la façon d'aborder la qualité des résultats du moteur développé par Thomas, d'en affiner les réglages afin que ce moteur soit opérationnel et apporte les performances escomptées. Alors, je pense que des méthodes de backtesting seront montrées et expliquées parce qu'évidemment, donc c'est là l'intérêt de backtester à ces modèles pour en montrer l'efficacité. Voilà. Donc chacun de nos intervenants s'exprimera pendant une quinzaine de minutes, entre une quinzaine et une vingtaine de minutes, et voilà, et aura le plaisir ensuite donc, de débattre avec la salle donc, et de répondre à vos questions. Merci pour votre attention, merci pour votre intérêt. Encore une fois, excusez-moi pour ce que j'ai fait, parce que je suis actuellement beaucoup de fièvre. Merci à tous et je laisse la parole à David. Bonsoir à tous. Je tenais d'abord à remercier M. H et M. Carlotti de me recevoir pour la seconde fois au Pôle Léonard de Bercy. Effectivement, nous avions fait une conférence au mois d'avril-mai sur la problématique de la finance comportementale. Et en fait, il y a un lien entre ce qu'on va dire aujourd'hui et ce qu'on avait dit la dernière fois, ce qu'on avait évoqué. À savoir, la dernière fois, nous discutions l'importance de la psychologie sur les marchés financiers. Et le problème de cette psychologie, c'est qu'elle s'applique en premier à l'intervenant, c'est-à-dire à nous-mêmes. Lorsque nous sommes nous sommes en position longue ou courte d'un actif, forcément nous avons certains ressentis, certaines émotions qui perturbent le processus de décision. Une manière de pallier ce problème est d'entrer dans ce qui s'appelle le trading algorithmique. Et donc il y a un lien entre ce que nous allons évoquer ce soir et ce que nous avons dit la dernière fois il y a 6 mois. Donc, le trading algorithmique, son avantage clairement est de pallier tout problème d'ordre émotionnel. Auquel cas on a un code, un développement informatique qui permet de prendre des décisions pour nous-mêmes. Alors avant d'entrer plus en avant dans le vif du sujet, encore faut-il définir ce qu'est l'analyse technique, et donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais expliquer aussi le trading algorithmique, qui est en fait un programme qui prend des décisions, contre ce qui s'appelle le trading discrétionnaire. Le trading discrétionnaire correspond à une prise de décision humaine. Voilà. Alors, si on prend la définition de John Murphy sur ce qu'est l'analyse technique, donc l'analyse technique est l'étude de l'évolution d'un marché, principalement par l'utilisation de graphiques dans le but de prévoir les tendances futures. Donc c'est une définition qui fait foi, en tout cas dans la plupart des manuels, et notamment dans celui de John Murphy. Alors, les hypothèses qui sous-tendent l'utilisation de l'analyse technique sont les suivantes. Les prix intègrent à chaque instant l'ensemble de l'information disponible. Cela signifie qu'il y a une hypothèse d'efficience des marchés financiers, et dès lors qu'il y a une nouvelle news, eh bien les prix, enfin les opérateurs effectivement intègrent cette nouvelle news, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et agissent sur les marchés. C'est pas le tout de voir la news, c'est qu'ils agissent effectivement en achetant ou en vendant des titres. Donc le prix en fait est l'information. Et de ce fait, puisque le prix est l'information, il est inutile, enfin c'est ce qu'on sous-entend en analyse technique, de regarder d'autres types de news. Les news fondamentales ou autres ne nous intéressent pas, puisque le prix est l'information. Le prix concentre toute l'information disponible à un moment donné. La seconde hypothèse, c'est que les prix évoluent par tendance. En analyse technique, on utilise cette hypothèse à fond, dans la mesure où justement les principaux outils d'analyse technique servent à repérer l'existence de tendances, qu'elles soient haussières, baissières ou neutres. Alors cette hypothèse va à l'encontre de ce qu'est, parce qu'on est au sein de l'université, donc on essaie d'avoir un débat aussi un petit peu académique, va à l'encontre de ce qu'est la finance moderne, qui sous-entend que l'évolution des prix des rendements des actifs est purement aléatoire. Donc ça c'est vraiment ce qui oppose analyse technique
et la finance dite moderne. Donc pour nous, l'existence de tendances, avec une certaine inertie, et pour la finance dite classique ou moderne, eh bien non, le rendement des actifs est aléatoire. Troisième élément sur lequel encore on est un peu à l'encontre de ce qui se fait en finance dite académique, c'est que l'histoire se répète. Alors, de quelle histoire parle-t-on ? Eh bien, on parle de l'histoire de la psychologie humaine. Les erreurs, on les répète, les émotions sont identiques au fil du temps. Par exemple, la peur, l'angoisse, l'appétit pour le risque, ce genre de choses. Ce sont un ensemble d'émotions qui se répètent au cours du temps, qui sont humainement, qu'on peut retrouver à la fois, d'ailleurs, dans les marchés financiers, mais aussi dans la construction des empires et la destruction d'empires et dans plein d'autres domaines. L'histoire se répète, l'histoire de la psychologie humaine est une variable, on va dire, constante. Donc voilà comment on définit l'analyse technique, en tout cas pour John Murphy, et quelles sont les hypothèses qui sous-tendent l'analyse technique. Si on sort de ce cadre d'hypothèse, eh bien comme toute autre méthode, l'analyse technique ne pourra pas répondre à ce à quoi elle est destinée. C'est important de dire ça, parce qu'en fait, ce qu'on va dire ce soir, et notamment une nouvelle fois parce qu'on est dans le cadre académique, dans beaucoup d'universités encore, on repousse le phénomène de l'analyse technique. Pourquoi ? Parce qu'il est lié à le plus souvent, enfin pour les personnes, enfin les professeurs de finance, il est lié à une prise de décision qui est parfois subjective et que l'on peut difficilement backtester. Et ce qu'on va essayer de prouver ce soir, en tout cas à l'issue de cette conférence, c'est qu'en utilisant des paramètres dits techniques, donc que l'on retrouve en analyse technique, eh bien, on peut aussi créer des algorithmes, les backtester et donner un paramètre scientifique à l'analyse technique. Scientifique dans le sens où on prend certains critères techniques, on les combine, on en fait un backtest, on optimise ce backtest, et donc on a une preuve qui est scientifique du fonctionnement d'un algorithme ou alors de son non-fonctionnement, c'est-à-dire si l'algorithme donne de mauvais résultats, alors il faudra revoir certains paramètres, voire combiner d'autres critères et refaire ces backtests. Mais là, on est dans la preuve scientifique. Si effectivement on se situe dans la partie dite discrétionnaire, c'est-à-dire je prends une décision et s'il fait beau, je pyramide ma position, et s'il fait moche, je suis déprimé, donc je solde ma position, on reste dans ce qui est purement discrétionnaire, qui est subjectif, et donc là, l'analyse technique sera plus un art qu'une science. Ce qui fait la différence entre les deux, l'art, je prends une décision qui peut être subjective, on peut tous voir des configurations différentes, et donc là on est dans l'art, mais à partir du moment où on utilise des critères dits objectifs, et qu'on les backteste, on est dans l'aspect scientifique. Et donc, ce qu'on va essayer de dire aujourd'hui, dans l'université, c'est que l'analyse technique utilisée de cette manière, de manière objective, de manière où on peut faire une séquence de calculs qui mène vers une preuve, alors là, on se rapproche, en tout cas, on pourrait alors faire comprendre, en tout cas, au monde académique de la finance, que l'analyse technique est tout aussi pertinente que l'approche fondamentale ou quantitative. Donc c'était important de le dire. Maintenant, concernant cette définition de ce qu'est l'analyse technique, elle est pour nous, en tout cas chez iWeb, un petit peu usitée. On va en proposer une autre. Cette définition de Murphy que vous avez lu plus haut correspond, de notre point de vue, à un univers cloisonné dans lequel, effectivement, on ouvre un graphique quelconque, un actif, donc je ne sais pas, LVMH, Renault, ce que vous voulez, et on y applique certains critères techniques et on l'analyse. C'est une chose. Mais pour moi, donc, pour nous, chez iWeb, ça correspond à un univers qui est passéiste, qui est celui dans lequel les marchés financiers étaient plus cloisonnés, il y avait moins d'effets de corrélation. Par exemple, là, on est tous ici réunis, certains sont plutôt des investisseurs retail, certains des étudiants, des professionnels. On a tous accès à un maximum de courbes que l'on peut analyser, aussi bien de titres, et on peut même quelqu'un, entre guillemets, chez lui, peut aujourd'hui avoir accès à un certain nombre d'actifs en temps réel et visualiser un grand nombre de situations et donc faire ce qui s'appelle une approche global macro ou top-down. Si tant est qu'il est capable de le faire et qu'il ait même envie de le faire, mais c'est possible.
Donc en fait, ce que l'on propose, c'est une définition alternative qui convient au monde où nous vivons. Quel est le monde dans lequel nous vivons? C'est un monde dans lequel il y a l'existence de liens, de corrélations qui sont dynamiques. Ces corrélations peuvent aujourd'hui être très fortes, ou à d'autres moments, demain matin, quand on se lève, elles le seront moins. Donc on observe des corrélations dynamiques entre différentes classes d'actifs. Ce qui était beaucoup moins le cas. On est dans un monde où il y a une super corrélation des actifs financiers. Avant, le monde financier en tout cas, était cloisonné et les corrélations n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, selon nous, en tout cas chez iWave, l'analyse technique doit permettre de sélectionner de manière optimale les actifs à intégrer en portefeuille par une approche top-down. C'est-à-dire que la méthodologie, en tout cas qu'on véhicule dans notre logiciel iWave 360, consiste à pouvoir visualiser le tout pour comprendre l'infiniment petit. Si l'on s'écarte de ce genre de modèle, on reste dans une définition pas essayiste de ce qu'est l'analyse technique et on visualise un phénomène purement particulier. Par exemple, en analyse technique, on parle de crossover de moyenne mobile, la moyenne mobile 50 croise la moyenne mobile 100 à la baisse, etc., sur, par exemple, le titre Renault. Et en s'y prenant comme ça, on observe l'infiniment petit et on croit voir quelque chose qui est intéressant techniquement. De notre point de vue, le monde a changé et il est temps d'intégrer ces changements et notamment la possibilité de visualiser des liens entre différentes classes d'actifs et ce qui permet d'optimiser des prises de position. Donc en fait, la définition qu'on en donnerait, c'est celle-ci. L'analyse technique est une méthode qui consiste à repérer les phases d'amour et de désamour des investisseurs institutionnels vis-à-vis de certaines classes d'actifs afin de déterminer les meilleurs instruments financiers sur lesquels il faut se positionner. On est dans le purement psychologique avec cette définition, et ce dont on s'intéresse et ce qu'on essaie de capter, c'est le comportement des investisseurs institutionnels à travers la lecture des courbes. Dans le logiciel qu'on a développé, il y a un ensemble de paramètres que l'on peut faire, de graphiques que l'on peut visualiser, qui permettent clairement de voir ce que font les investisseurs institutionnels. Est-ce qu'ils surpondèrent certains actifs ou sous-pondèrent certains ou se retirent complètement du marché? Et une fois qu'on a utilisé cette approche, alors on peut aller du plus important au plus petit, et ça distille certaines informations clés sur les titres qu'il faut effectivement intégrer en portefeuille. Donc ces phases dont on parle, ça sous-entend évidemment l'existence de tendances et donc d'inertie psychologique. Donc on reste dans le cadre d'hypothèse de l'analyse technique. À certains moments, certains secteurs surperforment ou sous-performent, et donc il y a des phases durant lesquelles les investisseurs ont tendance à davantage pousser certains marchés ou certains secteurs à la hausse, et à d'autres moments, ils s'en retirent ou se sentent complètement désintéressés. Alors pour moi qui ai été pas mal de temps dans des salles de marché professionnelles, je peux vous dire que ça, en fait, l'amour ou le désamour pour certaines classes d'actifs ou certains titres, sans forcément qu'il y ait une composante purement fondamentale quantitative, c'est quelque chose que j'ai vu dans 80% des cas. C'est-à-dire, j'étais chez des brokers institutionnels, je travaillais longtemps dans des salles de marché, et je peux vous dire que pour souvent, en fait, le processus de décision est le suivant. Le broker lambda appelle le trader gamma et lui dit, voilà, j'ai vu un gros flux passer sur tel titre, je pense qu'il se passe telle ou telle chose. Le trader qui est en bout de ligne va dire, ah bon, ok, mets-moi 2 ou 5 millions sur ce titre, et puis je pense que ce que tu m'as dit est intéressant. Il n'a pas du tout étayé l'information, il n'a pas regardé si les fondamentaux étaient intéressants ou pas intéressants. Il a simplement pris cette rumeur pour son compte, et son broker, voulant soigner effectivement ce trader lambda, et lui donne une information, véhicule une information, et alors là, le trader prend cette décision le plus souvent, enfin, pas tout le temps, dans ce cas-là, vous me diriez, mais alors, si ça se passe tout le temps comme ça, bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un certain nombre de cas, ça se passe comme ça, et qu'il y a des phénomènes de rumeurs, il y a des phénomènes de tendance qui sous-entendent une inertie psychologique. Par exemple, il y a des titres qui sont à la mode. À d'autres moments, ils le sont moins. Voilà. Donc, je passe à ce que j'en disais. Donc, voilà. Donc, les investisseurs institutionnels achètent, donc surpondèrent parfois certains titres quand ils ont un amour ou ils entendent une certaine rumeur ou ce genre de choses. Et donc, ils surpondèrent certains instruments financiers. Et inversement, pour le désamour, certains titres sont boudés. Et parfois, ils sont même en dessous de la valeur fondamentale. Pour autant, les investisseurs ne viennent pas dessus. Donc,
Il y a des phases qui se succèdent comme ça, entre l'amour et les amours, et ce qu'on essaie de faire donc avec iWave 360, c'est justement la possibilité de visualiser ces phases-là, et donc de se positionner dans le sens du plus grand nombre ou des investisseurs institutionnels. Pour nous, l'observation d'un phénomène technique particulier est un épiphénomène qui n'a peu ou pas d'intérêt. Alors, voilà. Donc, si on devait un petit peu visualiser cette méthode, vous pouvez observer sur ces graphiques, donc le graphique de haut, le Dow Jones Eurostoxx 50 et le S&P 500. Et ça, donc, respectivement, donc, le Dow Jones Eurostoxx 50, je répète, l'évolution du S&P 500. Et ici, donc, un graphique qui permet de visualiser l'évolution relative des différents indices européens contre le S&P 500 qui est ici le benchmark. Donc ici en rouge, vous pouvez observer l'évolution de l'indice espagnol, l'IBEX 35, le PSI, donc l'indice portugais, le CAC 40 donc en gris foncé et l'indice allemand en gris clair. Et donc cette évolution relative de ces différents indices européens contre l'indice américain remis en bas 100 permet de voir s'il y a d'abord un désamour ou un amour pour la zone euro contre la zone américaine. Et quand on compare ces différents indices au S&P 500, eh bien, de voir, même si dans la zone européenne, n'y a-t-il pas un indice qui a une tendance à surperformer les autres indices, toujours en comparaison avec le S&P 500. Et donc là, ce que l'on peut observer ici, c'est qu'on a toute une phase de baisse des principaux indices européens contre le CAC 40 durant une bonne partie du premier semestre 2013. Et ce qui indique qu'il valait mieux se positionner sur les actions américaines. Non pas parce que je regarde le S&P 500 et qu'il y a un croisement de MACD ou une évolution en tendance haussière, etc. etc. Non, je me positionne plutôt sur les indices américains, donc ce qui est au dénominateur ici, ce qui fait baisser, quand cette courbe baisse, cela signifie que l'évolution du dénominateur progresse plus vite que l'évolution du numérateur. Et donc, je me positionne sur les indices américains. À partir de l'été, ici, il y a un phénomène qui montre, à partir d'un certain moment, cette courbe, ici, se met à surperformer l'indice américain, ce qui signifie qu'on rentre dans une phase à nouveau d'amour vis-à-vis des indices européens contre les titres américains. Et donc, rien qu'avec ce simple graphique, qui permet de comparer les différents indices contre une référence ici, remise en base 100, on peut visualiser directement ces différentes phases d'amour et de désamour. Ici, une phase d'amour pour les indices européens, phase de désamour suivie à une nouvelle fois d'une phase d'amour. Et ce faisant, donc, on s'assure, en observant ces différentes courbes, que l'on se situe dans le sillage des grands investisseurs institutionnels. Voilà. Donc, en fait, je vous dis tout ça pour vous expliquer, qu'on se comprenne bien, puisqu'on parle d'algorithme normalement, mais pour vous expliquer le cheminement de ce qui pourrait être des critères d'ordre discrétionnaire. Mes critères d'ordre discrétionnaire consistent à visualiser ce que font les investisseurs institutionnels à la lecture de certains graphiques qui sont dans le shell iWave 360. Alors là, on pourrait redescendre à une analyse purement sectorielle et pour pouvoir visualiser quid de ces différents secteurs, auto, banque, basic resources, chemical et construction, quid de ces secteurs sont dans une phase d'amour ou de désamour. Ici, vous pouvez observer que durant l'été, le secteur automobile surperforme l'Eurostoxx 50. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Me mettre dans le ciel des investisseurs institutionnels. Après quoi, ils se mettent à évoluer de manière latérale. Donc ça signifie que la performance relative de l'indice auto par rapport au Dow Jones Eurostoxx 50 est identique. Donc, autant aller chercher un autre secteur qui a une tendance à surperformer. Et là, effectivement, si je m'étais extrait de position longue du secteur auto, je peux observer ici que le secteur banque entre dans une phase de surperformance. Voilà, donc ça c'est plus ce qui a trait au phénomène de rotation sectorielle que l'on peut visualiser ici à travers nos graphiques. Donc je vous dis tout ça, je pourrais aller un peu plus loin, mais je vais laisser aussi la parole de Thomas. Le slide est un peu plus long effectivement, mais l'objet ici est de vous montrer quels peuvent être les critères d'ordre discrétionnaire d'entrée en position. Donc, les critères d'ordre discrétionnaire d'entrée en position consistent à utiliser une approche dite top-down, donc à l'analyse des différents grands indices et des différentes classes d'actifs pour distiller in fine les titres qui possèdent le plus de potentiel. Voilà, ça serait un critère par exemple
C'est un critère que j'utilise de manière journalière et qui est un critère discrétionnaire. Après, on peut en ajouter d'autres, d'accord? Et on peut aussi, effectivement, les implémenter à travers un algorithme. Puisque si vous avez un algorithme qui détecte l'existence de tendances de ces courbes, donc là, une tendance haussière, donc il va aller chercher les titres du secteur auto qui eux aussi sont dans une phase de surperformance et qui va entrer en position et ensuite s'en extraire compte tenu d'un certain algorithme aussi de gestion de position. Quand on pense à algorithme, on pense souvent à l'entrée en position. Encore faut-il aussi s'en extraire. Donc il y a deux phases, en tout cas dans les algorithmes, les deux Thomas parleront tout à l'heure. C'est la phase d'entrée en position, quels sont mes critères d'entrée, quels sont mes critères de sortie. En tout cas, je voulais faire une vague introduction sur ce qui va être dit par les deux Thomas, qui vont justement développer la partie algorithmique. Et cette introduction tenait à expliquer d'abord ce que c'est l'analyse technique, de quoi il en retourne, et aussi ce que peut être le trading discrétionnaire par rapport au trading dit algorithmique. Voilà. Alors quand on est on utilise du trading discrétionnaire, on a un ensemble de critères aussi d'entrée et de sortie en position qui sont respectés plus ou moins en fonction d'émotions et de biais, de biais comportementaux, ce qui est complètement éradiqué par la partie algorithmique. Dès lors qu'on code dans un programme, le programme entre et sort en position. Il n'a pas d'humeur, il n'a pas de pouls comme M. Carlotti, il n'a pas de fièvre, il peut se lever très tôt ou ne jamais se coucher, donc c'est extrêmement pratique. Et c'est ce qu'un humain ne peut pas faire. Alors ça, c'est en gros l'avantage d'un algorithme. Pas d'émotion, pas de biais, c'est une machine. Le désavantage, à certains moments, c'est qu'il est très difficile d'implémenter sous forme d'un programme ce que je suis en train de vous évoquer oralement. C'est-à-dire les yeux humains, la capacité à avoir différentes opportunités sur les marchés, coder ce qu'on a à l'esprit sous forme d'un algorithme et la difficulté. C'est ça la difficulté. L'autre difficulté, ce dont on parlera quand il y aura des questions-réponses avec l'auditoire, consiste aussi à le programmer, à le faire vivre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. Il faut maîtriser un langage informatique, il faut, ce que diront les deux Thomas aussi tout à l'heure, pouvoir manipuler un grand nombre de données, les stocker, les faire mouliner, revenir en arrière, etc. C'est un travail très harassant. En tout cas, ce que vous montrez aussi les deux Thomas tout à l'heure, c'est que chez iWeb 360, autant on se débrouille très bien sur la partie trading discrétionnaire avec ce logiciel, autant nous avons déjà des prototypes, nous développons des prototypes d'algorithmes que nous sommes déjà en train de tester et backtester. Et notre ambition consisterait à en mettre à disposition à certains de nos prospects et clients, et en leur évitant toute la problématique de développement informatique. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Moi-même, je suis un dinosaure, c'est-à-dire je suis pas né dans l'informatique, je ne sais pas le faire. Et donc, si je rentre dans un logiciel où on me dit d'abord, tu peux effectivement dans ce logiciel programmer un algorithme, mais tu vas avoir pour 5 ans d'apprentissage et pour le développement informatique, ça ne m'intéresse pas, je vais fermer le logiciel et je vais passer à autre chose. Et nous, notre ambition dans iWeb 360 est justement de permettre à une personne quelconque de pouvoir combiner de manière très ergonomique et sans toucher à des programmes informatiques, de combiner des critères, de les tester, de les backtester. Voilà, donc je vais donner la parole à Thomas Van der Biest, qui est mon partenaire dans iWeb 360, et qui va vous expliquer la suite. Merci pour votre écoute. On entre dans le dur là, donc. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, je vais juste brancher l'ordinateur et puis on va démarrer tout de suite. Juste un petit instant. Bien, donc David vous expliquait
qu'est-ce que c'était le trading discrétionnaire, comment on pouvait utiliser j'allais dire les algorithmes, mais les indicateurs techniques ou les outils mis à disposition dans les différents logiciels, donc dans le nôtre en particulier. Donc à travers ce qu'elle a David vous expliqué concernant les indices de performance. Donc les indices de performance ou les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques du marché, des prix de marché. Donc c'est la base de l'algorithmique. Donc alors, je vais commencer par quelques rappels sur ce que c'est le trading algorithmique. Donc c'est un système quantitatif basé sur des outils mathématiques. Voilà. Donc il n'y a pas d'intervention humaine. Voilà. C'est un ordinateur qui tourne. Voilà, tout simplement. Alors à quoi ça sert le trading algorithmique? Alors ça sert, comme David l'a très bien expliqué auparavant, ça sert à extérioriser l'analyse humaine de la prise de décision et la gestion de la position. Alors, le trading algorithmique, les algorithmes sont utilisés dans les banques, principalement par exemple pour découper des gros ordres, lorsqu'ils ont des gros ordres à passer, lorsqu'il y a des sessions d'entreprise, etc., ou des gros paquets d'ordres à passer, ils utilisent des algorithmes de trading pour découper tout ça en petits morceaux pour pas qu'il y ait d'influence sur le marché. Voilà, un autre exemple, ça pourrait être aussi les hedge funds, certains hedge funds sont obligés de créer de la liquidité sur les marchés actions en particulier. Donc ça leur sert à fabriquer justement cette liquidité. Voilà, en fonction des ordres qui sont passés, ils peuvent créer des contreparties assez facilement. Voilà à quoi ça sert. Donc la majorité des transactions ça dépend des types de marchés, mais c'est environ entre 50 et 70% des transactions. Donc c'est vraiment une forte part, puisque d'ailleurs sur les marchés, principalement par exemple sur le marché d'échange, vous savez que le marché d'échange a un volume de transactions très très important, qui est d'environ 5 000 milliards de dollars par jour, et environ les 2/3, les 3/4 même de ces transactions sont des transactions à terme, faites par les banques ou les banques centrales. Voilà, le reste étant du spot, donc des échanges immédiats. Alors je vais vous expliquer, j'ai fait un petit schéma explicatif pour vous expliquer qu'est-ce qu'un algorithme de trading. Le voici, quelles sont les grandes phases dans l'analyse et la création d'un algorithme, qu'est-ce qu'il y a autour. Voilà, puisque David a expliqué que il y a la stratégie, il y a la gestion de la position, mais il y a aussi ce qu'il y a autour, la structure. Donc moi je vais vous expliquer comment est-ce qu'on passe de l'analyse du marché à quelque chose qui tourne sur un ordinateur ou sur un serveur. Donc il y a 3 parties principales sur un algorithme. Donc la première partie étant forcément la source d'information, donc les données. Donc on part des marchés, que ce soit le Forex. Nous travaillons davantage sur le Forex plutôt que les actions pour des questions de confort de marché, comme je l'ai expliqué auparavant à travers l'exemple sur le volume du Forex. On obtient un flux d'informations. Donc ce flux d'informations peut être le cours de l'euro-dollar ou du CAC 40, mais il peut très bien être aussi un flux de news macroéconomique, par exemple sur les publications de taux directeurs de la Banque Centrale Européenne ou bien également sur des annonces microéconomiques sur des entreprises. Voilà. On peut utiliser ce genre d'éléments. Vous connaissez certainement les différents indices sur les news, sur Twitter, etc. Voilà. Vous connaissez bien tout ça, je pense. Alors, la deuxième partie, donc, une fois que l'on a récupéré les données, c'est justement la mise en place de la stratégie. Alors, cette stratégie, elle se fait principalement en 2 étapes, où on recherche d'abord un point d'entrée. À quel moment je dois rentrer, sur quoi je dois rentrer, donc question de timing, de sélection. Donc, sélection, ça peut être une approche top-down, comme David a expliqué. Et puis le timing, ça dépend après de votre horizon de temps, puisque ici, on parle de trading algorithmique, on parle de transformer une stratégie discrétionnaire en une stratégie semi-systématique ou systématique. Systématique, si l'algorithme fait vraiment tout.
puisqu'on peut aussi lui dire seulement de rentrer, de rechercher les points d'entrée ou de gérer la position. Voilà. Donc il y a deux principaux éléments. Donc la recherche de points d'entrée, qui comme David l'a dit, c'est vraiment le principal. Voilà. Sur multifréquence, donc par exemple un fond où on pourra peut-être regarder sur quelque chose de très long terme, sur une analyse daily, etc. Très long terme relatif. Mais aussi sur du très court terme. Donc là, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le trading haute fréquence, donc qui est achat-vente dans un timing inférieur à 1 seconde. Et après, il y a aussi beaucoup de niveaux, on descend jusqu'à la milliseconde, la microseconde, et voire la nanoseconde. Voilà. Les dépenses d'investissement des grandes banques sont très importantes dans ces domaines-là. Voilà. Donc, une fois que les points d'entrée ont été trouvés, donc, il faut ensuite gérer la position. Comment est-ce que je sors de la nouvelle position qui vient d'être créée? Quels sont mes critères? Est-ce que j'ai des objectifs? Est-ce que je place des stops? Quels sont-ils? Est-ce que ce sont des stops qui sont fixes? Est-ce qu'ils sont suiveurs? Suiveurs par rapport à quoi? Voilà. Pareil pour les objectifs. Peut-être qu'un objectif, ça pourrait être des news macroéconomiques. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, une fois que le système a atteint ses objectifs ou est stoppé, donc il faut passer les ordres. Donc, il faut s'interconnecter avec les modules d'exécution des banques ou des brokers qui justement apportent la liquidité pour pouvoir passer les ordres sur les différents marchés. Voilà. Donc il faut interconnecter tous ces éléments-là pour arriver à quelque chose de coordonné. On commence par les marchés et on finit par les marchés. Marché, flux de données, ensuite stratégie, ainsi que gestion du risque en même temps, sur la gestion de la position et la gestion du risque de la position, en fonction du pourcentage de capital que vous voulez utiliser, etc. Et ensuite, donc, l'exécution se fait par les systèmes interbancaires, par les différentes API des brokers, etc. Voilà. Donc ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce que concrètement on fait le passage de la transition de l'un à l'autre, du discrétionnaire au systématique. Donc on commence tout d'abord par le cahier des charges. Donc c'est un petit peu comme pour le développement d'un site internet, hein, on pourrait faire le parallèle, où par exemple David a une idée d'algorithme, ou alors vous avez l'habitude d'utiliser un croisement de RSI avec le seuil à 70, voilà, ce qu'on veut, ou bien un croisement de mobile, assez classique. Donc voilà, on part de cette stratégie d'entrée, et puis ensuite donc aussi également il faudra aussi la gestion de la position. Donc par exemple on peut dire on passe un ordre stop on place un ordre stop au moment où on rentre à 1% en dessous du cours d'entrée, parce qu'on considère qu'on veut seulement avoir 1% de risque, donc on établit le volume de la transaction en fonction de ça. Voilà, pareil pour les objectifs, on considère que la volatilité moyenne sur le marché qu'on analyse est de temps, donc on va se dire qu'on aimerait bien déjà faire la moitié de la volatilité moyenne sur la journée, voilà ce genre de choses, et on obtient donc une stratégie d'entrée et de sortie. Alors ensuite, il faut mettre tout ça en place, il faut écrire, il faut donc utiliser un langage de développement et puis une plateforme de développement qui permet de faire tout ce que j'ai expliqué avant. Donc qui permet de récupérer les flux de données, qui permet de faire la stratégie et ensuite d'exécuter. Voilà. Donc principalement, il y a deux langages qui sont utilisés, hein, vous connaissez aussi certainement, C++ et Java. Alors, le langage pour coder les algorithmes le plus utilisé, c'est C++. Nous avons choisi d'utiliser Java, qui est également très utilisé, parce que Java, c'est une plateforme multipolaire où on peut travailler à la fois sur des bases de données, sur des API de brokers qui sont en Java la plupart du temps. On peut tout installer sur les serveurs assez facilement. Voilà. C'est très facile en réalité, et comme ça domine la partie serveur entreprise et puis la partie ordinateur fixe. Voilà.
on peut vraiment tout faire avec ça. Donc nous avons choisi d'utiliser cette plateforme pour des raisons de simplicité, d'unicité dans les langages de développement. D'ailleurs aussi, on peut souligner que Java est basé sur C++. Voilà. Mais C++ est disons plus bas niveau, et donc on permet, par exemple pour du training haute fréquence, ils sont plutôt sur ce genre de choses. Voilà. Alors, par quoi on commence? On commence par une page blanche, et il faut commencer par le début. Le début, c'est de créer les indicateurs mathématiques. Le RSI que vous voyez par exemple sur votre logiciel, il faut l'écrire, il faut l'intégrer dans le système pour qu'il puisse analyser ces différentes choses, les différents niveaux. Donc indicateur mathématique, ça peut être vraiment de tout ordre, les classiques le plus souvent, mais les choses un peu plus diverses également. Voilà. Comme on part des prix, on part pas d'une analyse un peu comme ça visuelle simplement. Donc on part des prix, donc on peut travailler sur les prix, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Voilà, calculer des corrélations, calculer des volatilités, vraiment tout ce qu'on veut. Voilà. La deuxième partie à créer, c'est de développer la partie de recherche de points d'entrée. Il faut faire tourner un algorithme qui par exemple, à chaque changement de chandelier, à chaque changement de minute, par exemple, si on regarde une minute, va rechercher des points d'entrée. Donc, dans l'exemple que je vais vous montrer après, donc c'est ce qui se passe. Donc, à chaque changement de chandelier, on recherche les points d'entrée. Donc voilà, c'est déjà le début d'un algorithme, et ensuite donc, on fait passer un petit calcul qui recalcule des indicateurs, etc., qui vérifie s'il y a un point d'entrée en validation ou validé. Voilà, chose que vous faites à la main en regardant le cours de l'action ou de la devise. Et donc vous ne voyez pas forcément qu'à tel moment le RSI a franchi tel ou tel seuil, par exemple. Donc à partir de là, donc, on trouve les points d'entrée. Voilà. On peut aussi en enlever certains. Voilà. C'est vraiment ici que se gèrent les points d'entrée. Donc le système peut très bien détecter en une première étape une centaine de points d'entrée sur un échantillon, si on parle du backtest par exemple, et on peut rajouter ensuite d'autres éléments qui vont restreindre les points d'entrée pour en sélectionner que 5 par exemple, et 5 bien. Donc ensuite il faut coder les objectifs. Donc voilà, donc c'est vraiment très important la stratégie de sortie, gestion des objectifs et gestion des stops. Donc c'est pareil, il faut faire passer des flux dans le système, et puis bien vérifier que les stops sont sortis, et que voilà. Et donc par exemple, on peut mettre en place une stratégie qui dit que lorsqu'on atteint tel objectif, alors on va déplacer le stop à tel niveau, ou quand l'objectif, si on fixe 2 objectifs par exemple sur une position, dire que quand le premier objectif est atteint, peut-être d'augmenter l'objectif prévu sur la seconde sortie. Voilà. Donc ça fait partie de cette gestion des objectifs et gestion des stops. Voilà. Donc également lorsque le système gère cette position, il faut aussi gérer lors de l'exécution, il doit absolument gérer l'annulation des ordres chez les brokers, la modification, voilà. Donc il faut aussi travailler sur cette interconnexion avec les API de brokers, donc qui sont généralement des API standardisés. Donc dans la sphère financière, donc il y a des protocoles standardisés pour l'échange d'informations, ce qu'on appelle le protocole fixe, donc qui est utilisé par toutes les banques, principalement, toutes les banques, tous les fonds, vraiment toutes les entreprises financières, qui permet justement de standardiser ce passage d'ordre, et même d'ailleurs d'obtenir des flux. Voilà. Donc ensuite, il faut intégrer ces différents outils dans une structure qui doit être standardisée, puisque tous les algos ont un schéma standard de fonctionnement avec des points d'entrée, des objectifs et des stops. Il peut très bien pas y avoir de stop, mais c'est le principe. Standardisé, pourquoi? Parce que quand on développe ce genre de structure, on développe généralement pour plusieurs algorithmes, donc il faut penser
à la standardisation du développement de cet algorithme. Voilà, pour lorsqu'on a envie de travailler sur un autre algo, d'avoir beaucoup moins de boulot à faire. Ça semble assez évident. Voilà. Donc, lorsqu'on développe un algorithme de trading, donc on commence par un dessin sur une feuille de papier, avec là on rentre, là on sort. Et la première phase, c'est de transcrire ça dans le code informatique. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est du développement, voilà, il faut penser à beaucoup de choses, mais voilà, ça peut ne représenter que quelques milliers de lignes de code, mais ce sont des milliers de lignes qui sont importantes. Voilà. Le problème lorsqu'on code, c'est que généralement le code est buggé, donc il faut commencer par le débugger. Et ce débugage commence par la partie backtest. Donc on va commencer par tester l'application, on va commencer par regarder s'il trouve bien des points d'entrée, s'ils sont bons ou mauvais. Et ensuite on va descendre comme ça au fur et à mesure dans la profondeur de l'algorithme. Juste à voir que les stops sont exécutés au pips près, voilà, par exemple. Donc ça c'est une première phase de test, donc c'est une phase de backtest, d'analyse de l'algorithme, ce qui fait bien ce qu'on lui a demandé de faire. Ensuite, une fois qu'on a fait plein de backtests, on va le tester en temps réel, on va faire passer du flux temps réel dedans, chose qu'on n'a pas encore réalisée. Il faut bien voir si cette partie-là fonctionne également, donc il y a aussi cette partie-là. Ensuite, dans une phase suivante, on pourrait optimiser les paramètres. On se dit que les résultats qu'on est en train de regarder sont mauvais. L'algorithme fonctionne bien, mais les résultats ne sont pas très bons. Donc on va essayer de regarder si les paramètres sont mauvais. Donc là, c'est ce sur quoi Thomas vous expliquera comment optimiser tout ça. Voilà. Et une fois qu'on pense que tout est correct, qu'on a testé en temps réel, qu'on a testé pareil, le passage d'ordre aussi en temps réel, mais en démo, comme on dit, à ce moment-là, on peut passer en production. Donc c'est là où on passe l'algorithme, par exemple, sur un serveur, sur un serveur dédié qui va s'occuper tout seul du passage d'ordre, qui va gérer lui-même ces différentes positions. Et le seul boulot qu'on aura à faire, c'est de vérifier si ces positions sont bien entrées, si le risque est bien géré. Voilà. Et puis vérifier si le serveur tourne. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer un exemple concret sur lequel on travaille à travers notre application de backtesting. Voilà. Voilà, donc on a développé une plateforme pour pouvoir tester en local les différents algorithmes, tester sur un ordinateur. On a aussi une plateforme sur les serveurs justement qui accueille les algorithmes déjà testés, etc. Voilà. Donc ce logiciel est composé de trois parties principales. Donc il sert pour faire du backtest, il sert pour optimiser le backtest, pour optimiser les paramètres. Vous pouvez le voir à travers tous les paramètres disponibles sur cet algorithme-là. Donc ça, c'est un algorithme basé sur un RSI, sur quelques autres choses, sur lesquelles d'ailleurs vous pouvez voir les différentes stratégies que j'ai évoquées. Par exemple ici, donc, le stop de départ, le pourcentage de capital, donc gestion du risque, gestion des stops. Et puis également sur les objectifs. Donc ici, on est parti sur 2 positions maximum, donc voilà, avec les objectifs de chacune d'entre elles, 2 positions sur une devise. Donc voilà ainsi que différentes règles ici. Donc ce système permet justement donc, de faire le backtest, donc en sélectionnant la fréquence, instrument, et puis ça veut dire euro-dollar en réalité. Et ensuite donc date de départ, date de fin, ainsi que taille de capital, taille du compte, pardon. Et avec ça, donc, on peut tester assez facilement donc, l'élément. Une fois que l'algorithme a été testé, paramétré et backtesté sur différentes séries, et on va le mettre en production et on peut tester ici la mise en production. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que donne un backtest, qu'est-ce que le logiciel sait faire.
qu'est-ce qu'on obtient après. Voilà. Donc alors, il suffit simplement de cliquer sur backtest ici et ça va tourner. Donc déjà, juste pour vous dire que le test est fait sur de l'EuroAUD en 4 heures sur 4 ans. Voilà. Pour vous donner quelques bases. Donc il y en a pour quelques dizaines de secondes. Ça défile très vite, on va revenir après dessus. Voilà, donc il y a environ 6000 valeurs. Donc là, il est en train de sélectionner de rentrer ou de sortir, ou d'être stoppé, ou d'atteindre des objectifs. Voilà, donc ça va être assez rapide. Et sur la fin. Voilà. Donc, donc ça a duré quelques dizaines de secondes. Sur 6000 valeurs, il nous a sorti toutes ces entrées, tous ces points d'entrée ou de sortie, voilà, si c'est stoppé ou s'il atteint les objectifs ou non. Voilà. Et donc ça nous permet d'avoir une information un peu standardisée qu'on peut utiliser dans Excel pour faire du backtest, du feedback plutôt sur les différentes réalisations de l'indice, de l'algorithme. Donc ce qu'on va regarder nous, c'est tout ce qu'il y a au-dessus, tout le code qui marque ici, qui en fait, ça nous permet de lire l'algorithme, parce que c'est un algorithme qui tourne tout seul, donc si on ne lui dit pas de nous informer, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc là, on ne peut pas le débugger. Voilà. Donc rapidement, on voit que, alors comme je l'expliquais tout à l'heure, cet algorithme-là est basé sur, on fait des calculs à chaque changement de chandelier. Donc lorsqu'il y a un changement de chandelier, on va avoir différents calculs qui vont s'opérer. Donc on va commencer par vérifier s'il faut stopper les positions en cours. On va vérifier s'il faut atteindre les objectifs, si les objectifs sont atteints sur les différentes positions en cours. Ensuite, il y a plutôt des choses spécifiques sur l'algorithme, comme on vérifie si on est dans des tendances, sur quelles tendances on se situe, etc. Donc ça permet de vérifier si l'algorithme fonctionne bien. Voilà. Et donc, par exemple ici, on a une prise de position à la baisse sur l'EuroAUD. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ensuite, on va tout de suite vérifier s'il faut déplacer les stop suiveurs, ou par exemple ici, l'algorithme a atteint un objectif. Donc d'ailleurs, un des biais du backtest et de ce genre de choses, c'est que là, puisqu'on raisonne en 4 heures, donc les variations sont importantes, et donc il manque un élément qui est le flux temps réel, qui permet justement d'exécuter les stops qui ne pourront pas être exécutés correctement, puisqu'il n'y aura pas les bons cours. Donc on pourra avoir des variations, des choses un peu étranges qui se passent. Voilà. C'est pour ça qu'il faut dans un deuxième temps, après le backtest, tester en live pour vérifier si tout se passe correctement, parce qu'on n'obtient pas tout à fait la même chose. Voilà. Il faut se méfier des backtests. Il faut faire très attention, il y a quelques contraintes à avoir. Donc ensuite, on passe les chandeliers un par un, on passe les heures une par une. Voilà, et ensuite, on a par exemple ici une deuxième prise de position, voilà, encore à la baisse, un peu plus tard. Donc il y a les stop suiveurs se déplacent pour le premier. On a un déplacement initial du stop sur la seconde position et ensuite on déplace encore les stops. Voilà, donc ça se poursuit. Voilà, le marché bouge, voilà, on déplace les stops, on ne les déplace pas. Et puis ensuite, de temps à autre, par exemple ici, on aurait réalisé le premier objectif sur la seconde position en cours, puisque la première position a déjà atteint son premier objectif. Voilà, donc on poursuit. Donc là, on peut lire exactement ce que fait l'algo, qu'est-ce qui se passe. Et ici, on voit que la première position a atteint son deuxième objectif, qui était de 240 pips.
récupère l'heure, on sait exactement ce qui s'est passé, combien, voilà. D'ailleurs, on peut noter que l'objectif était de 240, mais ce qui a été réalisé, c'est 252, parce que justement, la data qu'on avait en 4 heures n'est pas assez précise pour pouvoir rentrer dans ce genre de choses. Il faudrait descendre sur du 1 heure, par exemple, on pourrait se dire qu'on pourrait tester un algorithme en 4 heures, mais derrière avoir des cours en 1 minute pour pouvoir tester, vérifier s'il faut exécuter des ordres ou non. Voilà. On peut faire ça également. Voilà. Après, il y a aussi un élément auquel on ne pense pas forcément, c'est le coût d'accès aux données qui rapidement devient très très cher. Voilà. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Voilà. Et donc cette première position a disparu, qui laisse place à une seule position et donc qui laisse un espace de libre pour une seconde position. Voilà. Et donc il fait ça comme ça pendant 6000 sur 6000 valeurs. Voilà. Et ce qu'on obtient à la fin, donc c'est juste une liste d'ordre qui peut être analysée dans Excel. Donc ce que Thomas va vous montrer tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, le backtest était sur combien d'heures ou de jours donnés? Le backtest, c'est sur 4 ans. 4 ans. Ça pourrait être sur 10 ans, mais vraiment 4 ans, ça commence à compter. L'intervention de Thomas maintenant va nous permettre donc d'analyser tous ces résultats et de voir ce qui peut être fait si ces résultats ne s'avèrent pas bons. Donc comment les améliorer. Changer certains paramètres ou changer certains critères également. Bien, bonsoir à tous. Je vous signale, ça commence bien. Alors, donc David a présenté le trading algorithmique versus le trading traditionnel. Thomas nous a montré comment créer un algorithme. Et pour reprendre une maxime de Thomas, c'est bien gentil tout ça, mais après, que se passe-t-il? Et bien, avec ces datas qui ont été produites par le backtest qu'on a annoncé, et bien, il faut pouvoir analyser ces datas en fait. L'analyser, c'est-à-dire de voir si tout était correct, si on n'aurait pas pu améliorer ces résultats. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant sur l'analyse et l'optimisation de tout ça. Alors le plan, excusez-moi, je vais repartir quand même sur l'intérêt du backtesting et surtout de l'optimisation. Et quand même faire une petite parenthèse, parce qu'on est quand même dans l'environnement analyse technique. Donc il faut bien replacer ça dans la méthode expérimentale. Après je vous présenterai donc le résultat qui ont été pulsés par Thomas et comment on les interprète. Et je mettrai l'accent justement sur quelles statistiques il faut relever en fait. On en a un maximum, on entend parler de beaucoup de choses. Je parlerai des plus fondamentales et j'essaierai de rentrer un petit peu dans le détail de celles qu'il faut quand même regarder et optimiser. Enfin, on conclura ensemble. Alors, l'intérêt du backtesting avec l'analyse technique, il faut quand même rappeler que l'analyse technique est une méthode expérimentale. Donc, on comprend bien, Alain, quand on a dit ça, que tout l'intérêt du backtesting. Donc, il apparaît fondamental de connaître la fiabilité de l'analyse technique, puisque les expériences sont réalisables, elles sont donc quantifiables et donc les résultats sont mesurables. Donc, c'est complètement ce que peut faire l'analyse d'un backtest. Enfin, donc le backtest, ce n'est pas juste après on étudie les résultats, le backtest c'est avant pour mettre en place la mise au point, c'est le contrôle du risque pendant, on va voir comment, et après ensuite en fait c'est l'optimisation des
des paramètres et des critères. On met l'accent quand même ce soir sur la différence entre paramètres et critères. On prend par exemple une moyenne mobile et ses différentes périodes, on peut changer les paramètres pour voir si ça change au niveau du backtest. Et si rien ne se passe, on change complètement le critère. Thomas parlait de RSI, mais on prend un RSI à la place, d'accord? Donc il faut bien comprendre cette différence et pour pouvoir après avancer dans les différents tests. Faut-il les compétences nécessaires justement pour regarder les backtests? Pour faire des backtests, on a vu que Thomas nous disait qu'il fallait être programmeur Java pour ce qui nous concerne, C++ dans beaucoup de cas également. Alors on voit aussi que pour faire des backtests, d'autres proposent dans les softs de pouvoir faire des backtests, mais avec des technologies propriétaires, et donc il faut s'approprier le langage. Donc il faut connaître le langage du soft. Donc si on utilise Excel, ce qu'on va voir aussi un petit peu après, ce que tout le monde fait, il faut connaître un peu le langage VBA, entre autres, on n'est pas obligé, mais pour aller plus loin, c'est très utile. Enfin, si on fait tout nous-mêmes, comme c'est le cas chez IOM, il faut connaître un langage informatique, donc ça demande des compétences, des années d'expérience et beaucoup de temps. Et donc en fait chez iWeb, l'idée c'est donc de regrouper tout ça dans notre logiciel de backtest, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à savoir programmer, vous n'aurez pas, même s'il n'y a pas de langage propriétaire et que vous aurez à apprendre pour lancer vos backtests, l'idée c'est qu'en quelques clics, donc Thomas a montré en quelques clics comment on avait un rendu sur des résultats qu'on va interpréter ensemble. Mais l'idée c'est qu'on ait un output en fait, que vous ayez un output avec un iOS 560 backtest et que vous ayez directement vos résultats, votre equity curve, vos résultats, vos ratios, etc. tout de suite. Ce ne sera pas à vous de les calculer, comme on va le voir maintenant. Donc c'est ce qu'on propose de faire, c'est encore en cours. Les backtests sont en backtest, si je peux dire ainsi. Donc on est en train l'output du backtest, on est en train de les finaliser. Donc c'est pas une partie que vous verrez sur iOS 360 ce soir, mais très très bientôt. Donc, comme je disais, Alwege va vous faciliter la tâche dans les mois à venir. La présentation des résultats. Toujours pour faire un petit peu languiner en attendant iOS 360 pour l'output. On va retourner vers notre bon vieux tableur préféré, Excel, pour analyser les résultats et voir les ratios qu'il faut regarder en priorité et dans un premier temps et dans un deuxième temps, lesquels sont les plus pertinents. Alors, vous allez être déçus, mais je n'ai pas pris les résultats du backtest de Thomas parce que donc, tout le monde se serait jeté sur nous parce qu'avec des résultats de 800% par an, si on montrait ça ce soir, on allait faire une furie. Donc je vous ai pris des exemples un peu plus simples dans Excel. Donc j'ai pris aussi un RSI 14. Donc là je vais vous parler des paramètres d'entrée de ce modèle que je vous présente. Juste donc un RSI pour commencer 14. Donc pour rappel, le RSI, un indicateur qui montre la force d'une tendance, et indicateur borné en analyse technique, qui est borné entre 0 et 100, qui montre toute la force d'une tendance et qui permet de voir des zones de surachat et de survente. D'accord, tout simplement. Donc j'ai pris, pour exemple, le CAC 40 sur un an, d'accord, donc des données tout à fait récentes, de novembre 2012 à novembre 2013, donc 27 novembre 2012 au 28 novembre 2013 de mémoire. Et donc j'ai juste mon procédé, c'est de dire voilà, j'ai mon RSI sur 14 périodes, que vous voyez en colonne M, c'est pour ça que sur les 14 premières lignes, vous ne voyez pas d'attente, c'est à partir de la 15e. De se dire donc que quand j'arrive sur mon RSI étant sur achat, je vais vendre, donc au-dessus de 70, et quand je suis en dessous de 30, je vais acheter. D'accord? C'est un indicateur borné qui montre un peu la force des tendances. Donc si je suis au-dessus de 30 et que j'ai au-dessus de 70, pardon, c'est que je suis en surachat et qui va certainement probablement se produire une vente. Donc j'ai dit à mon algorithme de vendre et d'acheter quand je repassais dessus de 30. Alors, le résultat
Hop. Donc, pour être très honnête, donc je suis sur le CAC 40, donc comme je suis en daily close, si j'ai un signal avec mon RSI qui me dit d'acheter, je suis en daily close, voilà, je ne peux pas acheter la valeur du jour, donc j'ai pris que j'achetais l'open du lendemain. Donc ça, c'est la valeur open du lendemain. Donc je suis parti avec un capital de 1000 euros, 1000 dollars, 1000 euros, ce ne sera pas grand chose, 1000 roubles, mais on va dire 1000 euros, ce sera un petit peu mieux. Et donc on a donc l'equity curve qui est juste là, donc c'est le. Donc on va repartir sur le slide ensuite pour que je vous explique un peu les différentes choses. Donc ça c'est le contexte du backtest, le RSI, donc je le rappelle, le CAC 40 sur un an, et le RSI 14 périodes, pour le croisement 70-30, on achète ou on vend. Ok. Donc première statistique à relever. On a deux, les principales, qui nous viennent à l'esprit tout de suite, c'est le ratio rendement-risque et la probabilité de succès. Je vous les montre tout de suite sur le tableur. Hop. Alors, voyez ma super stratégie. Donc, tout d'abord, le profit and loss, donc déjà super lent sur un an. Donc, on pourrait s'arrêter là et dire bon, je revois un petit peu ma copie, ce qui finalement est le cas. Je vous explique pourquoi, plus en détail. Donc, le nombre d'opérations totales, 153, donc le nombre de jours de trade finalement. Donc, on voit bien le nombre d'opérations gagnantes. Donc, le pourcentage dont je vous parlais ici. Donc, la probabilité de succès, donc on était à. Probabilité de succès, donc 48%, pardon, et donc 48 sur 49 et 51% de perdre. Donc c'est-à-dire que j'ai plus d'une chance sur deux de perdre que de gagner. Okay, donc c'est-à-dire que on peut dire que bon voilà, j'aurais pas pu être trader à la City aux côtés de David, donc c'est lui il aurait fallu qu'il me donne de meilleurs conseils. Donc, en voyant ça, on se dit qu'il n'y a même pas besoin, j'ai fait pour vous, mais je ne le montre même pas. Le RSI, on pourrait, comme je vous disais avant, en changer les paramètres. Donc, en RSI, on est en 14, on pourrait passer en 10 ou en 20, en fait, ça ne change rien. On voit bien que d'ores et déjà, on est sur un PNL complètement négatif, de moins 50. Donc, on peut quasiment revoir toute la stratégie, c'est-à-dire qu'on remonte complètement au début de ce que Thomas a présenté, on en change les paramètres d'entrée et on recommence. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai changé les paramètres pour mes entrées sur le marché, donc j'ai décidé de prendre la moyenne mobile. La moyenne mobile, donc c'est la somme, donc j'ai pris une moyenne mobile de 10 jours et 20 jours, donc la somme des 10 derniers jours, somme des 20 derniers jours, donc les moyennes. Toujours sur le CAC 40, toujours sur le CAC 40, toujours sur la même période. Alors excusez-moi, je ne vous ai pas montré la superbe courbe de capital de notre première stratégie. Voilà. C'est-à-dire qu'au début on avait 1000 et à la fin on a donc en dessous de 1000. Donc magnifique. Donc ce qu'on attend d'une equity curve, évidemment, c'est qu'elle soit ascendante, de manière qu'elle soit régulière, qu'on n'ait pas de gros trous. Donc on voit bien directement qu'on est un peu hors sujet avec cette courbe. Donc on passe sur d'autres paramètres, on passe sur une moyenne mobile, on se dit croisant de moyenne mobile, comme la moyenne mobile à 10 jours croise celle à 20 jours à la hausse, j'achète, sinon je vends. On voit nos gains et pertes en colonne M comme on l'avait avant. Ok. Donc est-ce que ce système est meilleur? Oui, il l'est. À premier abord, si on regarde le PNL, on est positif. Sur un an, on a gagné 96 €. Peut-être un peu aurait peut-être été meilleur quand même. Mais bon, au moins on a gagné de l'argent, on peut être rassuré, sauf que les premiers ratios qu'on regardait juste avant sont toujours aussi mauvais. Le nombre d'opérations positives sur le total et le négatif sur le total. On a toujours grosso modo une chance sur deux de perdre. On perd dans 50% des cas. On a un ratio rendement-risque qui, comme lors de la première tentative, était aux abords de 1. On a un taux de chance de gagner que de perdre, hein, c'est ce que ça veut dire, à 1. Et donc, on se dit que, bon, on est dans le positif, on n'est pas dans le négatif, on peut être, cette fois, justement, on a changé le critère de départ, on peut maintenant changer les paramètres de ce nouvel indicateur qu'on utilise. Donc,
Juste avant, je vous montre quand même la courbe du capital de ce second. Ça ressemble quand même à la première, sauf qu'à la fin, on est quand même passé au-dessus, mais on est complètement sur de l'irrégularité. Impossible de faire de l'argent comme ça sur les marchés financiers. Donc c'est pas du tout ce qu'on attend. Donc on continue, on reback-test, pour vous montrer les boucles, pour vous montrer la longueur du processus. En fait, c'est pas juste on appuie sur des boutons, même si c'est ce qu'on proposera à nous à la fin. Et tous ces tests-là, il a fallu les faire, il a fallu coder tout ça. Donc en fait, c'est très très long et c'est très exhaustif comme travail à faire. Donc je passe sur un troisième résultat de backtest. Donc celui-là, c'était moyenne mobile 20 et 50. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est quand même qui sont les plus utilisés en analyse technique. Et il y a peut-être des raisons, puisque la stratégie est un peu meilleure cette fois aussi. Donc cette fois on gagne 290 €, côté nos 96 € de mémoire. C'est un peu mieux. Nos ratios principaux, qui étaient donc les nombres d'opérations, on est passé, on n'est plus à 50-50, on est un petit peu au-dessus. On est à 54-45. Mais on a le max drawdown, dont je n'ai pas parlé juste avant, et c'était l'occasion là d'en parler. On a un max drawdown, donc c'est-à-dire le max drawdown, c'est la perte maximale de capital que je peux encaisser. Donc c'est pas le maximum que je peux perdre sur un trade, c'est d'affilée consécutivement que je peux le max drawdown sur cette stratégie, moins 16%, ce qui est énorme, ce qui n'est pas gérable du tout. Donc ce qui est bien, c'est aux alentours de 1, 2, 3%, 16%, c'est-à-dire que je pourrais perdre 16% de mon capital consécutivement. Il faut avoir entre guillemets les reins solides pour pouvoir afficher ces stratégies-là. Donc ce n'est pas possible. Pour aller plus loin, donc sur les statistiques à relever, donc je parlais sur le fichier Excel, j'ai beaucoup parlé de ces deux-là parce que c'est les plus faciles à comprendre, les plus usités. Cependant, je vais mettre en animé, c'est un petit peu mieux. Voilà. Donc j'ai mis ça sur deux niveaux. Les statistiques du premier niveau, je disais, donc en effet les plus usités, les plus faciles entre guillemets à calculer, à comprendre. Sur un deuxième niveau, on a les petits figures que je vous ai montrées pour chacune des trois stratégies. Donc pour rappel, c'est important, c'est l'évolution du capital sur une période donnée, ce que je vous montrais. Donc on a vu qu'on avait une petite portion d'ascendante qui était intéressante sur la troisième stratégie, mais c'était insatisfaisant tout de même. Ensuite, le max drawdown, je venais juste de vous l'expliquer. Paramètre ultra regardé, notamment dans les hedge funds et chez les traders pour voir leur capacité à intervenir. Donc la perte maximale subie par portefeuille sur une période donnée. Donc, si on prend les petites curves, finalement, je vous montrerai juste après si vous le souhaitez. C'est la différence entre le plus haut finalement et le plus bas consécutivement. Donc c'est ce qu'on peut encaisser en perte consécutivement. Finalement, ce max drawdown, je pense que vous baignez là-dedans, c'est une mesure du risque, c'est une mesure de dérivation du risque, donc elle est très très importante pour notre portefeuille, importante à analyser. Alors idéalement, en effet, c'est ce qu'on cherche à faire nous quand on rentre nos paramètres, et qu'on backtest et on rebacktest, c'est évidemment d'optimiser le profit NOS sous cette contrainte justement de max drawdown qui soit le plus faible possible. C'est l'intérêt. Et c'est un bon complément, on entend peut-être aussi entendu parler du profit factor, puis le MDD, le MDD pour max drawdown, pardon, et le profit factor, donc qui sont un petit peu à unité complémentaire. Le profit factor, c'est tout simplement le ratio des gains sur les pertes. On va prendre un exemple, de quelqu'un qui a gagné 580 € sur la journée, il en a perdu 130, et en fait on calcule le ratio, et il peut se dire que finalement, imaginons qu'il a fait des gains à 530 € et des pertes à 180, donc on fait le ratio, donc il pourrait s'estimer heureux sur sa journée s'il fait pas le ratio mais la soustraction, il dit ouais j'ai gagné, je sais plus ce que j'ai dit, mais disons 250 €. En fait si on fait le ratio de l'un sur l'autre, on tombe à peu près 1 ou 0,89, ce qui est encore une fois une mesure du risque qui n'est pas tolérable, c'est-à-dire qu'on a autant de chances de gagner que de perdre, donc c'est très mauvais. Un petit slide, un petit exercice depuis qu'on est à l'université pour voir si on a compris le max drawdown. Alors qui peut me dire pour cette première journée de trade et le max drawdown, exemple facile.
Max Brodin ici, bon, pas besoin de le mettre en pourcentage, hein, juste en chiffres. Donc sa perte la plus grosse subie sur mon capital. 21. Entendu 21. Pour tout le monde. C'est juste, c'est 21. C'est tout simple, hein, c'est dans mon effet. Donc j'ai perdu, j'avais que du positif, donc j'ai perdu 21. Un peu plus difficile celui-là. Donc, pour rappel, hein, c'est pas le trade qui m'a fait perdre, c'est pas sur un trade le maximum que j'ai perdu. Max Brodin, c'est consécutivement. Consécutivement, combien j'ai perdu au maximum sur ma deuxième journée avec ces 8 trades? Pardon? 38? 68. Non. 38. C'est 38 justement, je pensais que ça dit 38. Donc entre le moins 33 plus 5, on passe à... 68. C'est 38, pardon, moins 38, non? C'est le max Brodin. Donc je suis positif sur le 1, positif sur le 2, le 3 je suis négatif, moins 33. Après je repasse un petit peu en plus 5, donc je arrive à moins 28. Je repars à moins 10, donc moins 38. Donc là c'est le maximum que je peux faire. D'accord? Merci à vous d'avoir collaboré sur ce petit exercice. Tout le monde est un petit peu fatigué. Merci monsieur, au premier rang. Donc suite sur les indicateurs à regarder. Les premiers étaient quand même assez triviaux, j'allais dire. Après, on a, je pense que celui-là, il est un peu connu de tous, et notamment des étudiants. Je pense qu'il n'y a pas un professeur de finance qui ne vous a pas parlé du Sharpe ratio. Pour rappel, avec la formule, il mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille par rapport à un taux de rendement sans risque. Alors, un taux de rendement sans risque, grand débat. Hein. J'utilise encore le terme, mais on sait tous, on ne sait pas si on peut encore l'utiliser. Donc, c'est assimilé aux emprunts d'État, etc. Donc, on pourra faire l'objet d'une nouvelle conférence sur ce sujet. Donc, différence entre les deux, divisé par les quartiers du portefeuille, on a le ratio de Sharpe, qu'est-ce qui montre ce ratio de Sharpe finalement? Quel risque je prends pour avoir un rendement qui est supérieur finalement au monétaire ou au taux sans risque? Quel surpoids de risque je peux me permettre? Quel surpoids de risque je prends pour avoir ma performance? Okay. Pour l'analyser, basiquement, si mon ratio de Sharpe est négatif, donc j'ai sous-performé le taux sans risque, donc je peux fermer ma station et aller me coucher pendant quelques temps. Si je suis entre 0 et 1, certes j'ai surperformé, mais j'ai quand même un risque élevé, donc j'ai payé ma surperformance par un excès de risque, qui n'est pas du tout conseillé. Hein. Donc on veut, évidemment, tout le monde veut la surperformance sans risque. C'est là tout l'objet de tous les tests pour y accéder. Et enfin, si on est supérieur à 1, c'est qu'on a réussi à surperformer sans trop de prise de risque. Donc c'est ce qu'on recherche. Donc je n'ai pas besoin d'aller de nouveau retourner sur le fichier Excel pour vous montrer le ratio de Sharpe que j'ai calculé. On y retournera après, mais voilà, ils étaient tous inférieurs à moins 1. Donc c'était une bonne catastrophe sur les trois que je vous ai montrés. C'était un petit peu volontaire, c'est aussi pour vous montrer que c'est pas simple en fait, si on ne met pas une stratégie, on croit que ça va faire le 100% tout de suite, c'est pour ça qu'on backteste et on rebackteste toujours. Et juste, je voulais rajouter que finalement, en liaison avec la courbe d'equity, le ratio de Sharpe finalement, il prouve par son calcul la régularité de la pente de la courbe d'equity. En conclusion, ça je conseille, si je peux valider, donner des conseils, mais des idées en tout cas à retenir sur cette présentation, de ce qu'on a pu vous dire, tous les trois. Donc s'assurer de la bonne validité de vos données et du bon fonctionnement du type backtest, donc ça je ne sais même pas pourquoi je l'ai écrit, puisque le type backtest c'est nous qui l'avons réalisé, donc vous pouvez avoir confiance en RML 360 à 2000%, ça vous le savez déjà. Donc je reviendrai pour la prochaine. Si votre stratégie est basée sur l'optimisation de paramètres, n'oubliez pas de backtester sur des données cachées. Alors, qu'est-ce que j'entends par des données cachées lors de l'optimisation et overfitting? C'est-à-dire qu'on a tendance, finalement, on pourrait avoir tendance en tout cas, notamment on a un peu pareil quand on fait, des backtests de manière discrétionnaire, notamment, de tester sur des périodes, de retester et de changer tous les paramètres, et in fine on arrive sur une stratégie qui est béton, mais sur la période qu'on s'était dite, et quand on la met quand on change de période, et qu'on la met en réel,
on n'a plus du tout les mêmes résultats et on se demande pourquoi. Donc ça c'est l'overfitting, c'est-à-dire de rester sur une même période et de changer tous les paramètres et finalement notre stratégie en backtest elle est carrée, pardon, elle est béton, mais finalement quand on change de période ou qu'on n'a pas son temps réel, on n'a pas du tout les résultats que notre stratégie en backtest nous avait procuré. Donc attention. Attention aussi, et là j'en ai pas du tout parlé, ça aurait peut-être fait l'objet d'une question après, c'est attention à l'effet slippage, aux frais de transaction, en effet, même si les stratégies étaient toutes pourries, elles n'ont rien ramené comme PNL, j'ai absolument pas intégré l'effet de transaction et l'effet slippage, c'est entre le moment où j'ai eu mon signal et le moment où je suis intervenu sur le marché, en fait, ça a déjà décalé, donc en fait, je suis en retard déjà, donc il faut prendre en compte cet effet-là. Donc quand on a un gros basculement de marché, ça se fait immédiatement, donc j'aurais dû le prendre en compte dans mon tableur Excel, donc il faut faire attention aussi à ça. Ça c'est plus quand on fait de manière discrétionnaire, on peut le prendre en compte facilement dans les programmes. Une des choses les plus importantes sur les données à prendre, alors, on a parlé peut-être un petit peu de la fiabilité des données. Nous, avec notre partenaire Thomson Reuters, on n'a pas ce problème, évidemment, donc on peut faire des backtests comme on le souhaite, on est certain de la qualité des données. Par contre, quand on est en effet dans son coin, ou quand on est retail et qu'on veut faire beaucoup de backtests, alors je vous ai montré que c'était très long de les faire, et en plus, il faut avoir des datas de qualité. Et ça, comment on peut savoir qu'on a des datas de qualité? Et là, on ne peut pas vraiment, donc il faut se les payer, ou en effet être certain avec les échanges d'informations que d'autres ont utilisé, qu'on a des bonnes data, mais c'est la base aussi du backtest. Si on veut pouvoir faire sur des quantités d'années, des quantités de backtest, il faut être certain de ces data. Et justement, certains de ces data, ils prennent des grands ranges de data. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre sur les 6 derniers mois, si c'est rien passé sur les marchés, nos stratégies elle est super. Et en fait, ici, on prend sur 5 ou 10 ans, il faut prendre en compte les crashs de marché, etc. Il faut que votre stratégie ait tout prévu et tout pris en compte. Alors je disais juste avant, en effet, j'ai pris des exemples simplissimes dans mon Excel, j'ai absolument pas géré les stops, j'ai pas géré mes sorties, j'ai pas fait, comme on dit, du tout de money management. Et c'est ce qu'il faut faire en effet, et pas que ça c'est pas que de manière discrétionnaire, dans l'algorithmique aussi justement, et après d'aller optimiser tous nos paramètres. Moi je vous ai montré juste pour les différents du Excel pour montrer les différents ratios, mais on aurait dû en effet affiner et faire énormément de backtests à ce sujet-là. L'idée c'est de montrer les différents indicateurs à regarder. Enfin, faire des backtests et analyser des backtests, malheureusement, je ne vais pas vous décevoir sur cette fin, c'est pas du tout une garantie pour l'avenir. Ça, je pense que je ne vous apprends rien, parce que c'est propre en effet au trading et à la finance de manière générale. Il n'y a aucune garantie sur l'avenir, ce serait trop simple. Donc attention à l'excès de confiance quand même si on est sur l'algorithmique, à un moment donné où on écrit des programmes et on appuie sur le bouton, on ou off, donc attention à ça. Enfin, on entend aussi, j'ai lu beaucoup de choses et on entend aussi beaucoup sur les blogs, ouais, votre méthode elle ne marche pas. C'est pas du tout une méthode, je parle du backtest et l'analyse, c'est pas du tout une méthode, c'est un outil supplémentaire pour vous aider. Comme je le disais, au moment où vous avez tous vos backtests ou stratégies sont prêtes, et à un moment donné où vous allez appuyer sur le bouton Go pour aller sur les marchés réellement. Donc si vous avez testé vos stratégies sur 5, 10, 15 ans, 20 ans, on a quand même un excès de confiance qui nous invite quand même à appuyer sur le bouton. Et si on ne l'a pas fait, on est très incertain. Et enfin, j'ai aussi entendu parler, et à juste titre, on peut répondre, oui, mais vous utilisez des données historiques. Donc justement, si sur le passé c'était bien, ça ne marche pas pour demain. Alors oui, ces données historiques, comme je l'écris certes, je vous rappelle un peu quand même le contexte, c'est qu'on est dans, justement, nous, on utilise quand même l'analyse technique, et c'est comme les a rappelé au début David, c'est un des fondements de l'analyse technique, que l'histoire se répète. Donc je pense que si on est capable de se dire que pour l'analyse technique, l'histoire se répète, on peut donc utiliser les backtests pour tester ces stratégies. Voilà, donc juste pour terminer, ça reprend un peu le schéma que Thomas avait fait dans un autre sens, mais ça le reprend. Donc comment on fonctionne, excusez-moi.
On définit l'objectif, on définit son backtest, son système, donc ça va de haut en bas, la flèche la plus directe. On calcule la qualité du système, donc c'est tout ce dont on a parlé, en intégrant justement le drawdown, l'indicateur extrêmement important associé à l'objectif. Ensuite, on rebackteste infiniment, mais on a juste le nombre de trades pour atteindre l'objectif. Quand est-ce qu'on sort? On sort quand on a rebackesté et que le return, donc le PNL, comme je démontrais avec le RSI14, est insuffisant et qu'on rejette le système, ce qu'on a fait avec le RSI14. Et sinon, on peut retravailler comme sur la gauche avec, par exemple, les moyennes mobiles. On a pu le voir dans l'exemple. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci pour cette intervention. Nous allons donner maintenant la parole à la salle. N'hésitez pas à poser différentes questions. Est-ce qu'il y a des premières questions? Oui. La première question pour Monsieur Gant. Bonsoir, merci pour ces différentes explications très intéressantes. Ma question porte sur la réglementation. En fait, l'utilisation de programmes informatiques pour faire du trading des années 80, on avait un peu parlé de leur influence pendant la crise de 87, notamment à cause des stop loss qui avaient augmenté les baisses de marché. Il y a eu un flash crash en 2010 et je sais que les différents régulateurs étaient intéressés de légiférer sur cette question-là. Est-ce que l'un d'entre vous sait si il va y avoir une nouvelle réglementation sur le trading algorithmique notamment? Alors, je crois que ces réglementations sont plutôt sur les tradings à haute fréquence, plutôt sur justement le fait qu'il y ait beaucoup d'ordres sur les marchés, sur les marchés américains actions qui sont générés par que quelques banques qui font la plupart du volume sur certaines valeurs. Je pense que la régulation est basée plutôt là-dessus, et il me semble que justement le volume du trading de haute fréquence a baissé. Je crois qu'il est passé de 75% à 50% des volumes entre 2007 et 2010, je crois. C'est ça, à peu près. Voilà. Donc là, concernant le trading de haute fréquence, c'est une petite partie simplement de trading algorithmique. L'algorithmie, c'est, comme j'ai expliqué, la gestion de la position, le point d'entrée, etc. Et pour ça, il n'y aura pas de réglementation, puisque c'est juste une technologie de passage d'ordre. Voilà, simplement. Voilà. Merci. Monsieur, une question? Bonjour, je suis Yves Benoît, je suis développeur de stratégie, consultant, et donc je vois que vous avez une approche autonome. Je me demande justement pourquoi vous n'avez pas cherché à utiliser des logiciels existants comme MD4, MDCharts et d'autres. Voilà, c'est une question technique sur les moyens de développement que vous avez pris. Pourquoi vous cherchez à faire votre produit plutôt que d'utiliser des programmes qui font des backtests avec des résultats déjà présentés de façon standardisée. Alors, on a choisi de tout faire nous-mêmes, pour la raison simple qu'on veut maîtriser les calculs qui sont derrière. On a aussi nos propres fournisseurs de flux, donc des flux consolideurs, des flux professionnels, des flux brokers, institutionnels, des gros institutionnels, donc principalement pour ça, et aussi pour les possibilités de développement divers et variés lorsqu'on fait nous-mêmes nos éléments dans notre système de développement, etc., pour nous assurer une totale liberté dans le choix et ne pas être contraint par un système préexistant. Voilà. Pour avoir vraiment une vision neutre, une page blanche, pas à partir d'un système un peu standardisé, mais vraiment avoir notre liberté et pouvoir vérifier que les calculs correspondent bien à ce qu'on a. Voilà. Parce que sur certains indicateurs mathématiques, techniques par exemple, il peut y avoir des variations de calcul entre les différentes plateformes. Donc il faut s'assurer que ces calculs sont corrects. Donc on a choisi de les développer nous-mêmes. Donc tous les indicateurs, tout a été redéveloppé
par nous-mêmes, a été testé, etc. On est sûr que le calcul est... Au-delà de ce que vient d'évoquer Thomas, donc AEO 560 est une société aussi qui produit donc un logiciel et qui le commercialise. Et donc notre ambition est dans un premier temps, comme je l'ai expliqué au début, de développer un logiciel qui propose d'utiliser une approche top-down dans laquelle on peut visualiser le comportement des grands investisseurs institutionnels. Et dans un second temps, notre ambition consiste à mettre à disposition la possibilité pour n'importe quelle personne, notamment la personne qui ne s'y connaît pas en programmation informatique, de tester ses propres algorithmes à travers une application qui serait très très ergonomique. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est passé un petit peu anodin. Par exemple, moi je suis un dinosaure, parce que je suis une personne âgée par exemple. Je n'ai pas les connaissances par exemple de Thomas qui est né qui a baigné avec le code informatique, puisque lui il code comme vous et moi nous respirons, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous et donc de moi-même. Et donc notre ambition c'est de proposer une application qui à un moment donné permettra à une personne lambda qui ne sait absolument pas coder de traiter ses propres algorithmes. Et dans MetaTrader effectivement, pour pouvoir faire ça, il faut savoir coder. Et en tous les cas, on est en train de produire un logiciel qui est complètement autonome vis-à-vis de tous les logiciels existants. Et pour ce faire, il faut bien que nous bossions jour et nuit, et c'est pas une blague, pour produire ce genre de plateforme. Voilà. Donc, nous sommes complètement distincts de MetaTrader. Tout ce qui figure dans nos produits n'est en rien copié par ailleurs, il n'y a aucun copier-coller, ne serait-ce que dans le moindre pixel dans le design. Voilà. Bravo, vous avez fait quand même une tâche énorme parce que ces gens-là ont investi des années d'ingénieurs sur la création du bâti, du châssis de tous ces ensembles. Mais effectivement, c'est une aventure intéressante. Bravo. Alors, en termes de notre stratégie, justement, je pense qu'ils dorment sur une rente, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très agressifs par rapport à leur ambition de développer des outils qui sont à disposition pour l'ensemble des personnes qui ne s'y connaissent pas, par exemple en programmation. Je sais que moi, quand j'ai déjà eu l'occasion de rentrer dans MetaTrader, je connais la plupart des logiciels qui existent, et quand j'entre dans MetaTrader, j'ai envie d'en sortir, ne serait-ce que les designs, les contenus, pour moi, ne m'intéressent pas du tout. Je vous avais dit tout à l'heure, quand j'ai commencé mon propos, dans la plupart des logiciels existants, on a envie d'ouvrir un graphique, c'est bien, compte tenu d'un affect vis-à-vis d'un titre en particulier. Par exemple, la plupart des investisseurs qui utilisent certains logiciels vont ouvrir un logiciel, effectivement, et vont ouvrir, par exemple, Alcatel et mener certaines analyses dans ce logiciel. Comme je vous ai dit, en procédant ainsi, c'est voir les marchés financiers par le trou de la serrure. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas là que se situe l'intérêt de l'analyse technique. L'analyse technique, maintenant, c'est la définition qu'on en a donnée au début, consiste à pouvoir visualiser le comportement des investisseurs financiers, des grands investisseurs institutionnels, pardon, de voir où les flux vont et de se placer dans le sillage de ces mêmes investisseurs. Et quand on rentre dans MetaTrader, dans la plupart des logiciels existants, eh bien, on entre dans un environnement dans lequel on a déjà une idée a priori de ce sur quoi il faut investir. C'est-à-dire que j'ouvre Alcatel parce que j'aime Alcatel, je suis né avec Alcatel, et je connais Alcatel ou France Télécom ou Renault. Nous, on renverse cette façon de faire, et quand on ouvre le logiciel, l'idée, c'est qu'il ne faut pas avoir d'a priori, il faut visualiser les représentations graphiques, et à certains moments, peut-être Alcatel sera à la mode, mais peut-être qu'à un autre moment, ce sera n'importe quel titre qui appartient, par exemple, au DAX allemand, et ce sera ça sur lequel il faudra s'intéresser, parce que les investisseurs institutionnels s'intéressent à ça. Et donc, au lieu d'observer un épiphénomène, on va regarder vraiment un comportement général du marché, c'est ce qu'on cherche à faire. Voilà. Ok, merci. Bonsoir. En fait, j'ai deux questions. Premièrement, j'ai vu qu'il existait des algorithmes de trading qui sont censés en fait contrer d'autres algorithmes. Je sais que c'est confidentiel, mais je voulais savoir qu'est-ce que recherche cet algorithme. Deuxième question, d'un point de vue trading pur, lorsqu'il y a la publication d'une news importante comme le NFP, le FOMC, qui crée un fort décalage sur les marchés, est-ce que vous avez constaté que l'utilisation
dans l'automate de trading permet d'avoir en fait un ratio bien significatif. Alors c'est la première question, en fait, c'est nous. Non, c'est une blague. Donc en fait, moi j'ai pas d'idée par rapport à des algorithmes de trading, des automates qui visent à contrer ce que font d'autres algorithmes. Franchement, je ne sais pas trop répondre à cette question. Peut-être ça existe, peut-être qu'on peut considérer qu'à certains moments, les marchés financiers sont comme un jeu d'échecs dans lequel il y a le jeu des blancs, le jeu des noirs, et qu'à certains moments, effectivement, certains algorithmes peuvent contrer d'autres. Mais franchement, pour moi, la question, je ne sais pas trop y répondre. C'est quelque chose que je n'ai pas vu, en tout cas, dans mon expérience. Donc je vais éviter de dire des bêtises. Voilà. Concernant la seconde question, à savoir la publication de news macroéconomiques, effectivement, la meilleure manière de faire consisterait à utiliser des algorithmes. Pourquoi? Parce que l'interprétation humaine prend beaucoup trop de temps, en fait. Il faut vraiment, pour profiter d'un surcroît de volatilité suite à l'application des news macroéconomiques, il faut vraiment pouvoir cliquer très vite. Et un ordinateur clique plus vite qu'un être humain. Donc, forcément, puisque un ordinateur, c'est une somme un développement informatique, pardon, ou un algorithme, c'est une somme de critères à mettre qui est capable de réagir en dessous d'une seconde, ce qui n'est pas le cas d'un être humain. Et donc si toutefois il fallait traiter un algorithme qui profite du surcroît de volatilité suite à une news macroéconomique, oui, c'est mieux que ce soit un algorithme plutôt qu'un être humain. Ça répond à votre question? Okay. Donc la première, je suis désolé, je ne peux pas vous en parler. Je ne sais pas. Et peut-être juste, j'ajouterais pour aller dans le sens, monsieur, en ce qui concerne les news macroéconomiques, dans la loi 60, justement, va sortir prochainement un indice. On a développé notre propre indice de pertinence des news macroéconomiques qui vont sortir, au-delà de ce qu'on peut voir en effet sur Forex Factory avec les 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, justement, après des séries de backtests, on est capable aujourd'hui de sortir un vrai ranking sur les news macroéconomiques et leur impact sur les marchés. Donc ça, c'est un outil qui va être prochainement proposé pour les utilisateurs de la loi 160. Tout à fait pertinent, merci. Et alors, juste une remarque complémentaire à propos des news macroéconomiques. Justement, donc, ce qui se passe depuis un certain temps, c'est que certaines news macroéconomiques fonctionnent un petit peu à l'envers de la normale. Par exemple, auparavant, avant la crise économique et financière, on va dire qu'une mauvaise nouvelle sur l'emploi faisait réagir négativement les marchés actions, ce qui n'est pas tout à fait normal, puisque ça affecte la consommation et donc les bénéfices des entreprises. Or, depuis la crise et les quantitative easing, une mauvaise nouvelle sur l'emploi, par exemple, fait monter les marchés actions, on l'a vu très souvent, parce que donc, les investisseurs se disent très bien, donc la Réserve fédérale américaine va injecter davantage de liquidités parce qu'elle a cet objectif de plein emploi. Donc, alors, comment est-ce que vous parvenez à prendre en compte ces subtilités donc, de façon algorithmique? C'est une bonne question. Mais si je réponds à ça, si on répond à ça, on donne beaucoup de nos stratégies et nos backtests. Donc évidemment, je ne vais pas faire une réponse de Normand. Je vais vous dire que vous avez raison, en effet, que la donne a changé et que justement, on doit en tirer parti dans nos algorithmes. Et c'est justement, on peut en parler pendant des heures, puisque justement, c'est tout l'intérêt de faire des backtests sur toutes les périodes, et non pas justement sur très récemment ou il y a très longtemps. Donc on a vu en effet que les comportements avaient changé, et donc en conséquence, on doit en changer nos critères. Et en effet, je ne réponds pas directement à votre question, mais oui, et on est en train justement de changer des choses. Et puis quand on fait nos backtests sur les 20 ans, on n'a pas du tout les mêmes résultats sur les 3 ou 4 dernières années. Et justement, on doit revoir les critères en fonction de tout ça. Donc la question est pertinente, ma réponse l'est peut-être moins, mais on ne peut pas tout vous dire, justement. D'accord, je comprends. Et concernant les rankings, justement, donc, vous avez expliqué donc, que vous classez l'importance, en fait, que vous avez un ranking donc, des news macroéconomiques. Alors, donc, là encore, ça change avec le temps. Donc, sans vouloir théoriser, donc, André Orléans fait ça très bien. Donc, mais il y a des news qui ont plus d'importance à un moment donné. Par exemple, actuellement,
un CPI qui serait un peu plus élevé, étendu, donc la Banque centrale est tellement, martèle tellement qu'elle n'est pas inquiète sur l'inflation. Donc un chiffre d'inflation un peu plus élevé, donc actuellement, ne provoque aucune réaction des marchés. Alors qu'en haut du cycle économique, un chiffre d'inflation un peu plus élevé donc, peut laisser anticiper une hausse de taux de la Banque centrale. Donc ça change donc l'importance, on va dire, de l'indicateur macroéconomique. Ici, le CPI, par exemple, peut changer à certains moments. Donc, King fait partie, tient compte de ce changement, justement, et tout simplement de la position de la cycle économique. Alors, oui, pour répondre à la question directement, oui. En fait, pour revenir justement sur l'indice en lui-même, donc l'indice de ranking, c'est surtout un indice, on va l'appeler un indice d'impact, c'est-à-dire qu'en effet, le CPI qui sort va avoir un impact. Donc là, je vais me focaliser, on est très focalisé quand même sur le Forex pour tout ce qui est, on est d'accord sur ces news-là. Et donc, l'idée, c'est de mesurer, quand le CPI sort, l'impact qu'il a sur les paires de devises. D'accord ? C'est sur ça qu'on a travaillé, qu'on travaille encore. Et en effet, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, on note en effet que sur les 5 dernières années, et comme je disais justement bien avant, quand on avait les sorties du CPI ou autre, ou de l'inflation, on avait d'énormes mouvements donc, dans la minute qui suivait sur le forex, sur toutes les paires de devises. Et là, en effet, on note qu'il y a beaucoup moins, mais il y en a encore assez pour que le trading algorithmique puisse en tirer parti. En fait. Donc c'est là où il faut qu'on soit bon dans le timing et dans le choix des paires de devises. Donc les mouvements sont moins erratiques en effet. Les gens réagissent en effet différemment, mais on a encore du pouvoir, j'allais dire, à nous d'aller saisir là où il y a des opportunités. Le fait de trading algorithmique le permet en effet plus facilement en fait, en termes de temps de réaction. Je vais rajouter quelque chose aussi. Normalement, il n'y a pas d'algorithme qui fonctionne au cours du temps dans tous les cas. C'est-à-dire que là, si on prenait, on peut très bien avoir par exemple un algorithme qui fonctionne lorsqu'on n'a pas de cycle économique, et puis quand on passe en haut de cycle, on passe à, c'est comme un 0 et un 1, on passe à un autre algorithme qui possède d'autres paramètres. Sur la période récente, pour illustrer encore ce que je viens de dire, on peut avoir le paramètre suivant. On a un algorithme qui fonctionne par exemple sur le marché action, compte tenu d'une volatilité ou un VK ou un VIX inférieur à 18-20%, ce sera un algorithme qui va le plus souvent être en position acheteuse sur le long terme et court terme. Et on peut avoir un algorithme qui comprend d'autres paramètres lorsqu'on va sortir de ce niveau de volatilité. D'accord ? Donc quand on va aller au-delà de 20%, on va utiliser un algorithme qui peut-être est sensiblement identique au premier, mais avec d'autres formes de paramètres. Donc en fait, un algorithme, c'est pas quelque chose qui fonctionne de manière linéaire, mais qui est dynamique et qui peut lui-même dépendre d'autres paramètres extérieurs, comme le cycle économique, comme vous venez de l'évoquer, ou comme le niveau de volatilité. D'accord. Juste, on peut préciser qu'on pourrait aussi mettre comme paramètre le quantitative easing et justement tester son impact sur optimiser avec ce paramètre supplémentaire pour justement contrer l'effet. Bonsoir. Est-ce qu'il sera possible sur votre plateforme de mixer plusieurs indicateurs? On a vu Alexandre avec une monnaie mobile. Est-ce qu'on pourra faire des backtests en partant de plusieurs indicateurs? Un premier avec un second, un troisième, et imaginer des solutions partageables. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, un algorithme de trading a une structure qui est assez régulière, avec des stratégies d'entrée et de sortie et différents types de sorties. Donc dans les stratégies d'entrée, on peut très bien proposer quelque chose de variable comme ça, et oui c'est prévu, de proposer de mélanger les indicateurs entre eux, de mélanger les indicateurs avec les cours, les indicateurs avec les news, ou les cours avec les news, de proposer vraiment tout le panel, voilà, pour que l'utilisateur n'ait plus qu'à choisir son indicateur, ses paramètres, sa stratégie d'entrée et de sortie. Voilà. Et merci. Et pour simplifier la tâche, est-ce qu'on sera obligé de se balader dans un environnement Excel ou est-ce que les résultats qui seront donnés par le backtesting seront dans votre environnement? Ou est-ce qu'il faut aussi de la spécialiste d'Excel?
Alors là, on le fait sur Excel parce que c'est D'accord, plus mais simple, mais à évidemment, moyen terme, il y aura un module disponible dans le logiciel avec ça, avec les equity curves, voilà, tout ce qu'il faut faire. Merci. Alors, monsieur donc demandait en fait si on pouvait avoir une démonstration du système. Donc voilà, donc si on adopte votre logiciel, qu'est-ce qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'on peut avoir. Voilà, je ne sais pas si c'est possible là techniquement. Enfin, je sais que tout à l'heure il y a eu un petit bug au niveau du soft. Enfin, un bug donc avec la liaison internet. Voilà. Donc, Ok. Alors oui, effectivement, là tout à l'heure j'ai essayé de brancher mon soft donc sur le réseau ici, mais je pense qu'il y a un problème de firewall ou autre qui ne permet pas. Il y a un proxy en fait, oui, et qui ne me permet pas de le faire. En revanche, pour ceux que ça a intéressé, jeudi prochain, donc jeudi 5 décembre entre 18h et 19h, il y aura un webinaire où tout le monde a accès gratuitement. Si tant est que vous écrivez à contact@iweb360.com, vous pourrez participer à ce webinaire gratuitement qui va notamment parlera de nos outils à disposition sur le marché d'échange, le Forex. Voilà, donc jeudi 5 décembre de 18h à 19h, nous donnons un webinaire, vous pourrez visualiser l'ensemble des outils qui sont présents dans iWeb 360. J'insiste, c'est-à-dire un problème de proxy, qui bloque pas mal de choses. C'est important de préciser. D'autres questions? Oui. De 18h à 19h. En tout cas, si vous allez sur le site iWeb 360 et dans l'onglet qu'on appelle l'onglet formation, vous pourrez visualiser l'ensemble des programmes de formation qu'on propose. Bonsoir. Je peux juste apporter un complément à la première question concernant le choix du développement que vous avez fait sur l'ensemble des outils. Et je pense qu'il est important de préciser que vous avez développé vos propres indicateurs. Évidemment, ces indicateurs sont couplés sur le système de trading algorithmique. C'est ce qui fait aussi votre valeur ajoutée, puisque de toutes les manières, il est préférable pour vous de développer cet environnement pour intégrer ces indicateurs plutôt que de redévelopper ces mêmes indicateurs dans les plateformes existantes. Concernant la deuxième question, parce que je me posais aussi la même question, on a vu que le trading algorithmique reposait sur un schéma, donc sur une combinaison d'indicateurs techniques. Évidemment, plus le schéma, plus les critères seront simples et de toute évidence, de la même façon que pour le trading discrétionnaire, les institutionnels biaisent en fait une logique un peu trop simpliste dans la détection des signaux, que vous soyez en trading algorithmique ou en trading discrétionnaire. Et d'ailleurs, comme les résultats le montraient sur l'Excel, sur le tableur, voilà, toutes ces stratégies sont contournées, que ce soit dans le trading discrétionnaire ou dans le trading algorithmique. En revanche, ce qui sera intéressant dans votre outil, c'est d'intégrer ou de pouvoir modéliser les biais comportementaux qu'on ne voit pas là, qui représentent quand même plus de 50% des transactions. Donc ça, c'est peut-être une piste en matière de développement. Et la deuxième question, la deuxième remarque, c'est qu'effectivement, les bruits algorithmiques, comme les stratégies simplistes du trading discrétionnaire, de toutes les manières, ça, on ne peut pas y échapper. Donc il y a toujours une part de risque relativement élevée à confier ces trades, je dirais de manière générale, à un algorithme. Du coup, quelle est la question? Quelle question qui concerne les biais comportementaux? Oui, question, voilà, c'est biais comportementaux. Très bien. Et deuxième, c'est comment éventuellement contourner ces bruits algorithmiques qui existent de toutes les manières. Alors, les fondamentaux de l'analyse technique, c'est dire que le prix comporte toute l'information disponible. Cette information, peut-être comme on l'évoquait tout à l'heure, une information d'ordre macroéconomique, elle peut être aussi d'ordre psychologique et donc le plus souvent psychologique. Donc je dirais que observer un graphique de prix, c'est observer justement une bonne part de tous ces biais psychologiques. On observe la psychologie du marché quand on observe un graphique, c'est ça qu'on fait en analyse technique. Par exemple, lorsque un marché est en bulle, d'un point de vue de l'analyse technique, on dirait que
C'est une courbe qui croît de manière exponentielle sans consolidation conséquente. Et c'est justement l'observation d'un biais comportemental, notamment de surconfiance ou de confirmation conservative. Là, je vous renvoie vers tout ce qui est justement la finance comportementale. L'observation de courbes en analyse technique comprend justement ce qu'est la finance comportementale avec tous ses biais. C'est ça qu'on voit. Une représentation graphique, c'est la psychologie du marché, et donc des biais comportementaux. Je comprends, mais dans ces cas-là, tout est dans la finesse de cette lecture. Et je ne vois pas en quoi combiner deux indicateurs techniques me permet d'interpréter ou de lire une information ou un biais comportemental ou psychologique à partir d'une bougie. Donc, si vous voulez, je comprends que dans le graphique, il y ait cette somme d'informations. Faut-il encore pouvoir la décoder? Alors, quand on prend un indicateur stochastique qui est suracheté, ça ne traduit d'autre qu'une courbe qui est poussée par des investisseurs qui poussent à l'achat, notamment peut-être parce qu'ils sont dans un état de surconfiance. Un indicateur mathématique est une dérivée des courbes qui traduit un état psychologique. On a vu les résultats sur le tableau. C'est pas suffisant. Et donc, en fait... Non, en termes de résultats, c'est-à-dire c'est bien beau, mais on en fait quoi? C'est-à-dire que c'est pas suffisant. Il faut pouvoir dégager des critères, ou en tout cas une lecture interprétative de ces indicateurs ou de ces paramètres, et pouvoir les intégrer de façon automatisée pour pouvoir éventuellement anticiper ces comportements. Quand vous observez, alors autre chose, quand vous observez un phénomène de divergence de MACD par exemple, c'est bien une phase de désamour avec un retournement éventuel, si tant est qu'il est confirmé par un autre indicateur mathématique ou la rupture d'un niveau clé. Si vous prenez par exemple le reste aujourd'hui, j'ai été réveillé non pas par mon réveil, je n'en ai pas, je n'en utilise pas. J'ai mieux que ça, j'ai ma fille qui a 2 ans et demi qui est mieux qu'elle le coq du village. Et j'ai été réveillé non pas par mon réveil donc, mais par une alarme à 360 sur le CAC 40, qui a aujourd'hui, donc d'après ce que je vois, en clôture, a bien baissé. Mais avant cette phase-là, il était possible d'observer qu'il y avait une phase de décélération du mouvement, d'accord? Donc une décélération du mouvement peut être traduite par une divergence d'indicateurs le plus souvent, d'accord? Et cette divergence, pour qu'elle se solde par un retournement, il faut qu'il y ait la séance de bourse qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la rupture d'un niveau clé. Donc ça veut dire qu'en combinant des outils graphiques et des outils mathématiques, on a une idée du momentum et parfois d'un retournement de sentiment de marché et d'un changement d'opinion. Et donc, on arrive à en percevoir la partie psychologique et comportementale. Satisfait, mais simplement dans la programmation, c'est pas forcément ce qu'on a dit. Entre ce que je viens de dire et ce qu'on a montré sous forme de tableur et de développement informatique, c'est pour nous en tout cas, c'est bien de cela dont on parle. Puis le fonctionnement de courbes, on parle de courbes, c'est bien. On utilise des dérivés de ces courbes qui ne sont autres que des indicateurs de momentum ou de puissance, etc., qu'on peut combiner avec la rupture ou le franchissement de niveau clé, et on est bien en train de percevoir le fonctionnement d'un marché à travers une grille de lecture clé, une lecture purement psychologique et comportementale. Peut-être que vous avez été trop perturbé par les mauvais résultats. C'était juste pour vous montrer comment on interprète des résultats ou autres. Il y avait finalement les paramètres que j'avais montrés, ou les critères, c'était vraiment pour l'exemple, parce qu'il fallait que j'en rentre dans une stratégie, on met les critères, je les ai mis. C'était pas issu d'un backtest de Thomas, je les ai mis comme ça pour montrer comment on interprète les ratios. Peut-être une confusion entre en effet les résultats, ces 3 backtests que je vous ai montrés, qui juste pour l'exemple étaient volontairement, je savais que c'était des mauvais résultats, pour bien montrer que c'est long en fait à mettre en place et qu'il y a tout le backtest des stratégies qui doivent être répétées N fois. Et il y a peut-être une confusion entre en effet des extrêmement mauvais résultats et d'autres questions en fait après. Voilà, donc en fait oui, les indicateurs, on en met justement une autre question, on va pouvoir en combiner plusieurs, plein. Oui, justement, moi je l'ai pas fait, tous les résultats mauvais en fait. C'est ça aussi. Je pense qu'on est assez loin d'avoir tout vu de notre programmation. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça.
Donc vous avez une mauvaise invité, je pense, pour ça. Mais oui, d'autres choses. avec plaisir, oui. D'autres questions? Tout d'abord, moi, ce que je trouve très intéressant dans le principe, c'est que, alors, bon, vous avez montré des résultats, donc volontairement, qui n'étaient pas extraordinaires, voilà, pour montrer tout le travail d'amélioration. En fait, alors, ce qui me semble intéressant à remarquer, c'est que peut-être effectivement, les résultats obtenus ne sont, dans ce qu'on a vu, moi je parle de ce qu'on a vu, hein, ne sont pas meilleurs que ce qu'on pourrait obtenir de façon entre guillemets traditionnelle ou discrétionnaire. En tout cas, je pense que ces résultats sont obtenus en beaucoup moins de temps et avec beaucoup moins d'efforts. Voilà, donc c'est déjà, je veux dire, me semble-t-il, un intérêt certain de ce type d'outils. Voilà, puisque donc j'ai moi-même géré un portefeuille pendant pas mal de temps, quoi. C'est-à-dire je me levais avec, je me couchais avec, voilà, et en fait on ne vit plus véritablement quand on fait ça. Voilà, je pense que ce type d'aide, de soft, en fait, peut permettre d'avoir un aussi bon résultat tout en conservant une vie à côté. Exactement, ouais. Je vois que vous avez exactement compris là où je voulais en venir quand j'ai présenté la chose, en fait, et c'était un de mes premiers slides où je disais est-ce qu'on a besoin de telles compétences, est-ce qu'il faut savoir programmer, est-ce qu'il faut savoir connaître Excel. Nous, on est obligé de connaître Excel pour faire nos propres tests et après pouvoir programmer les tests pour les présenter aux clients dans un output qu'ils verront dans quelques semaines. En fait, vous avez raison, l'idée, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que pour le client final, et dans iOS 360, c'est qu'il rentre leurs paramètres en quelques secondes avec des chiffres, etc., de manière ultra ergonomique, et en cliquant sur un bouton, ils pourront en effet tester eux-mêmes. Alors, notamment aussi, on n'en a pas parlé, de pouvoir backtester avec iOS 360 les week-ends aussi, de pouvoir pulser nos data historisées, donc nos 20 ans, 30 ans, de pouvoir tester leur propre stratégie aussi dans les versions à venir de iOS 360. Et donc l'idée, ce que je voulais montrer, c'est ça, c'était de vous montrer Excel et le tableur qu'on connaît tout, pour voir comment faire le parallèle entre discrétionnaire et algorithmique, et justement que iOS 360 va vous ôter cette énorme épine du pied, vous montrer 3-4 paramètres en moins de 10 secondes, ce que vous voulez tester, vous appuyez sur backtester, et résultat, vous avez les petits cœurs qui vous est sorti, vous avez tous les ratios, après les ratios en effet, c'est comme j'expliquais, il faut quand même connaître à quoi servent les ratios, donc c'est toujours la même chose, mais une fois qu'on a ces fondamentaux-là, après en effet on lance le backtest, que ce soit sur 20 ans, 30 ans, et après en effet on peut aller, comme David, se reposer si on a été réveillé par sa fille ou par ses alarmes, on peut aller se reposer, et on revient après 2 ou 3 heures après, et on regarde les résultats, et c'est là où il y aura la puissance de iWeb, d'avoir un output précis, ergonomique, avec tout ça, et même une aide pour interpréter aussi ces résultats. Donc en effet, c'est là le but, c'est là où on veut en venir, c'est là où on est presque arrivé. D'accord. D'autres questions, remarques? On a donc au terme, nous avons même légèrement dépassé de cette conférence. En tout cas, je vous remercie tous très vivement pour votre présence, pour l'intérêt que vous avez manifesté, pour vos questions. Et voilà, donc j'espère que nous renouvellerons cette expérience. Donc, et je t'apporte encore un mot. Donc, une chose importante. Aujourd'hui, le CAC a baissé de 2,5%. Ça veut dire sur la fin de la semaine, si vous conseillez, sortez couvert.